Bonjour à tous et merci d'être là pour cette quatrième édition de lundi.dev. Donc numéro 3, vous l'aurez compris, hein, c'est toujours la même mécanique. Je suis très content que vous soyez avec moi ce matin, j'allais dire ce soir. Je suis complètement éclatax des bananax, comme je n'arrête pas de le dire à mes potes qui n'en peuvent plus de cette expression. Puisqu'on est le lendemain d'un dimanche qui précédait un jour férié, puisqu'aujourd'hui nous sommes un jour férié, même s'il est travaillé par beaucoup de monde en France pour des raisons de journée de solidarité avec les boomers. Mais il reste que je suis ravi d'être avec vous ce matin pour une matinale qui va être très particulière, parce que vraiment, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Hashtag c'est dur. Il y a des gens qui se posaient la question de savoir si c'était les Sims, et oui, ce sont bien les Sims que nous avons en fond. J'espère que vous allez bien. Comment ça va? Comment ça va, vous? On est ensemble normalement jusqu'à midi. Et vous êtes 31. Vous êtes plus nombreux alors qu'on est en jour férié. C'est bizarre, mais je suis ravi. Je suis ravi qu'on soit ensemble ce matin. Mais ouais, ouais. Et oui, Adamas se posait la question dans le chat avant. Ouais, effectivement, c'était les Sims. Alors, en vacances ou pas, non, les Sims tout court, je crois, parce que c'est dans la bande originale enfin, le CD original de la bande originale. Et, euh, et là, par contre, on est sur le SimCity 3000. Parce que SimCity 3000 est incroyable. Voilà. Évidemment, si vous êtes en replay, vous n'entendez pas la musique. Mais vous pouvez imaginer que vous écoutez du. Enfin, vous imaginez que vous écoutez, mais vous pouvez aller l'écouter de votre côté. Hein. Du SimCity 3000 en fond. Vous aurez à peu près le meilleur truc. En route vers le Comico du 20e, faites ta procuration. C'est bien, Ikisha. Il faut aller voter un dimanche, s'il vous plaît. Enfin, sauf si vous avez vraiment une démarche politique d'abstention, évidemment. Ça, évidemment, bah, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Je fais pas partie de ces gens qui jugent les gens parce qu'ils s'abstiennent de manière volontaire. Parce qu'ils veulent pas donner leur légitimité, tout ça. Par contre, si c'est parce que vous avez juste la flemme, c'est dommage. Parce que vous avez vraiment l'occasion de créer du changement. Si vous êtes de ce bord politique-là. Donc, bah, réfléchissez. Hein, parce que c'est quand même l'occasion. N'oubliez pas que hier soir, on a réussi à faire virer Valls, quand même. Je dis on a réussi. Moi, je suis pas pour grand-chose. Hein, j'habite pas dans la péninsule ibérique. Mais petit bonheur, quand même. Hein, pas se mentir. Et ce qui est bien, c'est que c'était petit bonheur across the aisle. Vraiment, genre, même des gens chez les Roms avaient l'air d'être contents. Voilà. C'est pas un stream politique, mais moi, ça me pose pas de problème de parler politique. J'adore parler politique. Et c'était un vrai bonheur. Mais après, est-ce que c'est politique de dire qu'on n'apprécie pas Valls? Est-ce qu'on est enfin passé dans le domaine juste une vision de société, de dire qu'un mec comme Valls qui gagne pas, c'est pas grave? Je sais pas. C'est à vous de voir. En tout cas, je suis très content qu'on passe ce lundi matin ensemble. Vous le voyez, hein, j'ai les petits yeux. Hein. Je vous ai pas menti dans la notification de live où je disais que j'avais. Voilà, Stan a réussi à se lever alors qu'on a jour férié. Venez rejoindre ses petits yeux. Je vous ai pas menti, j'ai des petits yeux. Voilà. C'est vrai, Kisha le dit, Valls et Joachim Soon Forget. Hein. Soon Forget, comme dirait l'autre. Eh ben, j'ai hâte que Forget de ouf. Parce que, voilà. C'était compliqué. Donc ouais, dans le chat, je peux toujours pas faire de sondage, bientôt peut-être. Mais je peux toujours pas faire de sondage. Mais du coup, est-ce qu'il y a des gens ici qui bossent? Faites coucou dans le chat si vous bossez. Non pas que j'apprécie pas les gens qui ne bossent pas, ça serait un peu bizarre de ma part. Mais n'hésitez pas à me dire ça, je suis curieux. Joachim Will Forget, c'est ça. Et en attendant, je vais régler un peu ma caméra, puisque je sais pas, vous devez pas le voir, mais elle est un petit peu décalée. Et ça me stresse beaucoup. Donc on va la recaler un peu. Et on va la déplacer très légèrement. Voilà. Attention, à la limite du fond vert. Là. Voilà. Bonjour Monsieur Astro, bonjour tout le monde. Merci pour vos follow, hein. J'ai vu qu'il y a des gens qui avaient followé. Merci Mister P tout à l'heure d'ailleurs. C'est cool. On bosse mais sur des projets perso. Ouais, c'est pas mal aussi. Hein. C'est bien. Faut bosser aussi sur des projets perso, des side projects, des trucs comme ça. Mais si vous avez pas envie, vous avez pas envie. Hein. Faites comme vous voulez. Merci Espadrine pour ton follow. Merci Oncle qui n'avait pas eu l'occasion de se follow. Et merci Bardi Greclet pour ton premier message. Bref, merci à vous tous de venir. C'est très cool. Ce matin, c'est un dispositif un peu particulier parce que on est un jour férié. Et c'est pas du tout pour ça qu'il y a un dispositif particulier en vrai. Hein. C'est surtout parce que, pour des raisons compliquées, j'ai eu une semaine compliquée derrière moi. Et donc, j'ai pas pu passer autant de temps que d'habitude pour préparer cette matinale. Donc, il n'y aura pas de traduction préparée en amont des articles que je vais vous préparer. Donc, on va essayer de voir si c'est quand même fun ou pas
de lire des articles en anglais sans que je les ai traduits en amont. Vu la fatigue que j'ai, je pense que le combo va être horrible. Mais bon, faut qu'on l'essaye. Voilà. Et si on voit que c'est trop compliqué, trop laborieux, j'ai quelques articles en français aussi. Et si on voit que même ça c'est laborieux, je vais coder un bout de truc. On a toujours des trucs à coder. Hein. Ne serait-ce que par exemple, il faudrait que je code les. C'est là du coup. Il faut que je code les supports des emotes dans ce chat, par exemple. Ça serait cool. Mais ouais. Que vous dire de... Vous êtes très nombreux ce matin, ça n'a aucun sens. Non, ça semble logique, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui bossent qui habituellement ne regardent pas le lundi matin, mais en tout cas, n'hésitez pas à venir tous les lundis matins, je suis là, de 10h à midi. Bon, allez, les loulous. Merci Yonok pour ton follow. Un jour, je coderai les notifs. Et merci Flakes pour votre follow. Un jour, je coderai les notifs directement intégrés dans l'overlay. On le codera peut-être ensemble durant la semaine. Je voulais commencer par un article en anglais que je vais essayer de traduire à la volée. Et ça va être quelque chose de compliqué. Oh, en fait, je vais peut-être aussi passer par Google Translate, tiens. Parce qu'après tout, pourquoi pas. On n'a jamais essayé de lire des articles traduits avec Google Translate directement. Donc, n'ayez pas trop peur. Et puis, c'est aussi l'occasion pour moi de vérifier avec vous à quel point c'est mauvais ou pas par rapport aux traductions que je fais habituellement sur cette chaîne. Donc, pour ceux pour qui c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, habituellement, je traduis les articles en amont avec de la traduction automatique, mais je la remalaxe au cas où, via DeepO, qui est un site internet de traduction. Automatique. Et habituellement, ça donne des traductions de plutôt bonne qualité, on n'a pas trop de problèmes. Mais, comment dire, là, ces derniers temps, j'ai pas réussi à prendre du temps suffisamment en amont pour le faire. Donc on va essayer. Bref. Ah oui. Non, vous voyez pas parce que c'est incroyable, mais j'ai mon Stream Deck depuis toujours, mais j'ai jamais pensé à mettre les scènes sur le Stream Deck. Donc attention, testons. Oh là là. Oh, le côté magique est formidable. Attendez, il faut juste que j'enlève Spotify du coin, là, sinon c'est un peu bizarre. Hop. Donc, vous avez un vieil iPad qui traîne, vous pourrez peut-être le faire fonctionner sous Linux bientôt. C'est un article de Ars Technica, dont j'enverrai évidemment le lien peu de temps après. J'en profite pour passer 3 secondes. Vous avez vu là-haut ce truc cool? Maintenant, Google Translate, vu que Google a beaucoup d'argent, Google utilise leur .goog pour faire ce truc que je trouve assez cool, c'est qu'en gros, maintenant, pour traduire un article, techniquement, c'est le nom de domaine avec des tirets au lieu des points, plus ou moins, slash, et ensuite l'URL que vous auriez sur le site original. C'est très étonnant, mais j'aime bien, du coup, c'est assez chouette. Donc, Ars Technica, vous avez un vieil iPad qui traîne, vous pourrez peut-être le faire fonctionner sous Linux bientôt. Les développeurs disent qu'ils ont démarré Linux sur des appareils utilisant des puces Apple A7 et A8. A7 et A8, donc c'est les puces des anciens iPads. Puisque maintenant les derniers iPads sont avec des puces M1, vous savez, c'est les puces qui ont occupé, qui sont à l'intérieur des derniers MacBooks. Mais là, c'est quand même pas rien, parce qu'il me semble que c'est la première fois. On va voir avec Google Trad. Si vous avez un iPad 2013 ou 2014 inutilisé parce qu'il ne reçoit plus de mise à jour d'Apple et a cessé d'exécuter les applications dont vous avez besoin, attendez, je vais mettre plus grand aussi. Je suis con. Dont vous avez besoin, certains développeurs travaillent sur une solution logicielle alternative pour vous. Le développeur Conrad Dipsio et un passionné de Linux appelé Quack723. C'est ça que j'aime bien de Ars Technica, c'est qu'ils n'ont aucun problème ils font très bien leur boulot et du coup ils citent des fois des pseudos directement, ça me fait toujours sourire. Ont collaboré pour faire démarrer la version 5.18 du noyau Linux sur un ancien iPad Air 2. Merci Spadring pour ton premier message. Oui, effectivement, grâce à Google Translate, détecter le phishing devient de l'art. Oui, ça commence à devenir de plus en plus compliqué, même si en vrai, si ça nous parle de gagner de l'argent rapidement, on peut se... Ah non, tu parles de phishing, ceci dit, pas de spam. Ouais, mais quand même. Souvent, il y a quand même des petits trucs qui nous fait croire qu'il y a un petit problème. Un exploit majeur pour un appareil. Oui, donc, pour démarrer la version 5.18 du noyau Linux sur un ancien iPad Air 2. Je suis curieux de savoir quelles sont les versions du noyau Linux. Noyau Linux. La page Wikipédia doit être à peu près à jour, parce que de toute façon, c'est assez de nerd normalement pour mettre à jour Wikipédia au fur et à mesure. Combien ils nous disent là ?
La dernière version, c'est la 5.18. Donc c'est vraiment la version récente, quoi. Hein. On n'est pas sur une vieille version. C'est assez classe. Un exploit majeur pour un appareil conçu pour ne jamais exécuter d'autres systèmes d'exploitation que celui d'Apple. Ce qui est que c'est pas forcément la même chose pour... justement, il en parle après, mais pour les MacBook, qui sont des ordinateurs personnels, où là, Apple a fait un peu plus d'efforts pour permettre, alors ils font pas énormément d'efforts non plus, mais ils ont fait un peu plus d'efforts pour permettre l'exécution d'un autre système d'exploitation que macOS. Alors que sur les iPads, ça n'a vraiment pas été pensé pour quoi. Le projet semble utiliser une distribution basée sur Alpine Linux, appelée PostMarketOS, une distribution relativement petite mais activement développée, conçue principalement pour les appareils Android. Ce qui est assez cool avec PostMarketOS, c'est que vous pouvez faire tourner potentiellement des vieux téléphones Android avec du software relativement à jour, ce qui est vachement chouette. DeepSio a utilisé un hashtag checkmate sur son... Alors, checkmate, d'accord. Okay. Sur son tweet initial sur le projet, ce qui implique fortement qu'ils ont utilisé l'exploit bootrom checkmate, publié en 2019, pour accéder au matériel. Oui, il y a des manières de forcer l'entrée dans un iPad. Enfin, pour le déverrouiller, vous savez, pour le jailbreak. La version de développement, c'est la 5.19. Ok. Oui, les impairs sont des versions de développement, il me semble. Je dis peut-être de la merde, mais il me semble que c'est ça. Les versions impaires de Linux. Du noyau Linux. Pour l'instant, les développeurs ne font fonctionner Linux que sur du matériel iPad plus ancien, utilisant les puces A7 et A8, notamment l'iPad Air, l'iPad Air 2 et quelques générations d'iPad mini. Mais les tweets suivants impliquent qu'il sera possible de faire fonctionner Linux sur n'importe quel appareil avec un A7 ou un A8, y compris l'iPhone 5S et l'HomePod d'origine. Ah ouais, même un HomePod, ah oui, c'est improbable. Ce n'est pas le seul projet consacré à l'exécution de Linux sur le matériel Apple, un projet dont vous avez peut-être un peu parlé, ou peut-être que vous avez entendu un peu parler, Asahi Linux. Donc littéralement Asahi c'est pommier, je crois, en pomme. Je crois que c'est pommier en japonais. Si vous vous posiez la question pourquoi ce nom un peu étonnant. Un projet Asahi Linux a été dédié à la rétro-ingénierie du support des puces M1 dans les Mac d'Apple et à l'envoi de correctifs en amont pour qu'ils puissent être intégrés dans le noyau Linux. Un des trucs cool, et je vais juste prendre 3 secondes pour diminuer un peu la musique en fond parce que ça me gêne. Un des trucs cool, ouais, c'est que, vous voyez, donc il y a du travail qui est fait pour supporter Linux sur les Mac. Et ce que je trouve cool, c'est que c'est pas un fork, enfin, dans le sens où ils font remonter les modifs dans le noyau Linux pour que ce soit pas un Linux différent, quoi. Alors pour le moment, ça l'est pour des raisons pratiques de distribution, etc. Mais à moyen terme, on peut imaginer tout à fait que vous pourrez installer une Ubuntu en suivant les mécaniques relativement classiques d'installation d'un Ubuntu sur des Mac, quoi. Ça c'est cool. Bon, ça je parle plutôt des Mac, pas des iPads évidemment. Un autre projet Sandcastle a une version d'Android en cours d'exécution sur un iPhone 7. Ah, ça je savais pas, waouh. Des applications comme iSH vous donneront un shell Linux fonctionnant sur iOS ou iPadOS, qui n'est pas la même chose que d'exécuter directement Linux sur le matériel, mais utile dans certains cas, dans certaines conditions. Ah, des gens qui spamment, on aime ça? Non. Pouf. Voilà. Merci Sir Micha pour ton follow. Bienvenue tous. Le travail de développement sur ce dernier effort Linux sur un iDevice est encore à ses débuts. Les photos que les développeurs ont partagées montrent tous deux un processus de démarrage de base qui échoue car il ne peut monter un système de fichiers, et DeepSio note que des éléments de base tels que la prise en charge USB et Bluetooth ne fonctionnent pas. Mais franchement, ça peut arriver après, quoi. Faire en sorte que l'accélération réseau, audio et graphique fonctionne correctement sera également un défi de taille, mais être capable de démarrer Linux pourrait attirer l'attention d'autres développeurs qui souhaitent aider ce projet. Oui, des fois, il faut juste un démarrage, quoi, juste une étincelle, et après les gens viennent aider, quoi. Comparé au matériel moderne sur une puce Apple M1, les appareils alimentés par A7 et A8 ne seraient pas géniaux en tant que machine Linux à usage général. Bien qu'impressionnants à l'époque, leurs processeurs et GPU sont considérablement plus lents que les appareils Apple modernes et sont tous livrés avec 1 ou 2 Go de RAM. Mais leur performance se compare toujours bien aux processeurs lents d'appareils comme le Raspberry Pi 4, et la plupart, mais pas tous, du matériel A7 et A8 ont cessé de recevoir des nouvelles mises à jour iOS et iPadOS d'Apple à ce stade. Alors pas tous d'ailleurs, c'est bien qu'ils le disent, parce que il me semble que les derniers iPads, enfin, une ou deux générations en arrière, continuent d'avoir les mises à jour, même s'ils sont sur du A8, quoi. Je sais plus le truc en détail, mais j'avais lu justement que ils disaient non, mais il y a quand même certains qui ont encore des mises à jour, donc voilà. Alors pas sur iPhone et Network pour anecdote, mais je suis très content que tu sois là et merci pour ton premier message sur le channel. C'est pas sur iPhone, c'est sur iPad pour le coup.
Enfin, il y a eu aussi un Android sur iPhone, mais du coup, Linux sur iPad, c'est quand même quelque chose. Bientôt Solaris sur Windows Phone, on est à peu près à ce niveau-là. Euh, la prise en charge de Linux pourrait donner à certains de ces appareils une seconde vie en tant que console de jeux rétro, serveur domestique simple et autres choses pour lesquelles le matériel ARM a faible consommation est bon. Et ça, c'est un des trucs que je trouve très cool, c'est d'imaginer, de se dire, ok, ça donne aussi beaucoup de nouvelle vie à ces vieux appareils qui étaient un peu délaissés parce que sans mise à jour pour certains, comme on le disait. Même si Apple est plutôt bon élève quand même, on va le dire, par rapport à tous les fournisseurs d'Android notamment. Mais bon, il reste que, bah voilà, libérer ton appareil, ça permet de leur donner une seconde vie, et ça c'est quand même chouette, quoi. C'est quand même chouettos. Bon voilà, je vous envoie le lien de l'article original. Pour le coup, j'ai pas la traduction à vous fournir, puisque là, pour cette fois-ci, c'est une traduction automatique par Google Trad, vu que je n'ai pas traduit à la mano, comme je le fais, enfin, aidé par un ordinateur, mais je l'ai pas traduit. Et entre nous, qu'est-ce que vous avez pensé de la traduction automatique de Google, pour le coup? Moi, j'ai trouvé très correct. Dites-le moi dans le chat, je peux pas faire de sondage, vous le savez. N'hésitez pas à me dire dans le chat ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai trouvé ça finalement étonnamment correct. C'est mieux que la dernière fois que j'avais testé les trucs. Vous êtes un nombre délirant, vous êtes 54, ça n'a aucun sens. Mais je suis ravi que vous soyez là. Mais vous êtes très nombreux. Comme quoi, hein, les lives, quand les gens bossent pas, il y a plus de monde. Seedward qui nous dit qu'effectivement Google Translate marche mieux depuis qu'ils ont la concurrence d'Apple. Oui, ben c'est possible que la concurrence ça les a bougés un peu. Après, il y a aussi leur longue roadmap, quoi. Je veux bien croire que leur plan de route à long terme prévoyait de faire ça mieux. Ouais, Mika qui dit qu'effectivement c'était compréhensible même sur les termes techniques, oui, c'est plutôt bon signe. Le fait, ce que j'aime bien, c'est quand les systèmes de traduction n'essayent pas de traduire des termes qu'on n'a pas l'habitude de traduire, vous voyez ce que je veux dire. La traduction pour la traduction, c'est pas toujours cool. On a bien vu récemment avec... Vous êtes pas streamer, vous êtes joueur en direct. Bah, je joue vachement en direct, hein, là, vous avez vu. J'en profite d'ailleurs pour le dire, si vous l'avez pas vu. Donc vous avez entendu parler de ces termes, peut-être. En gros, il y a des gens en France qui sont chargés de trouver des termes en français pour des termes techniques, notamment anglophones. Mais c'est pas que pour l'informatique, mais c'est quand même beaucoup pour l'informatique et la technologie. En disant, bah en fait, il nous faut des termes pour l'administration, pour le juridique, etc. Où en gros, on va pas utiliser des termes en anglais, c'est bizarre. Il faut quand même qu'on trouve des termes en français. Et surtout, il faut qu'on trouve un terme qu'on soit capable d'utiliser. Enfin, qu'on utilise tous la même traduction dans l'administration pour que ce soit cohérent. Le principe est pas débile. Ce qui est débile, c'est tous les gens qui disent derrière ne dites plus XXX, dites YYY, alors qu'en fait, non, c'est pour l'administration. Ils ont un usage qui est particulier. Habituellement, ils le disent d'ailleurs, ils essaient d'utiliser des termes courants, mais des fois ça marche pas parce que des termes courants sont des termes anglophones ou trop emprunts de l'anglais, donc ils essaient d'autres trucs. Pour le coup, là, on se focalise à raison sur streamers qui sont transformés en joueurs en direct, ce qui est bien pété parce qu'il n'y a pas que des joueurs. Mais quand même, la plupart du temps, ils arrivent à trouver des termes corrects. Et Balado-diffusion, RD Network nous parle pour streamer et Balado-diffusion, pardon, pas pour streamer, pour podcast en balado-diffusion. Ça, c'est pour le coup l'office de la langue française québécois qui avait proposé balado-diffusion et c'est pas dégueu. Même si en France, ils ont pas choisi ça finalement, ils ont choisi plutôt audio à la demande, ce qui est moins cool que balado-diffusion. Moins bizarre, mais moins cool. T-Lucky, premier message, salut. Anima joueur aurait été quand même plus stylé. Oui. Moi j'aime bien aussi le truc un peu, même si c'est complètement bizarre, mais qu'avait suggéré à l'arrache Antoine Daniel dans un de ses trucs, c'est je suis fluxiste. Fluxiste. Marrant. Streamer, fluxiste. Drôle. Voilà. Puis, petit côté marrant. Petit Lucky qui nous dit que la plupart de leurs traductions c'est des paraphrases de 4 ou 5 mots, c'est pas foufou. Oh, c'est pas si pire. En vrai, ça va. On a vu. Attendez, mais je vais vous montrer en vrai. Hein, je suis un peu con. Ça s'appelle quoi, France. Alors oui, c'est ça le truc qui est drôle. Vous allez rire, mais ça s'appelle France Terme. Pour les gens qui me suivent sur Twitter, j'ai une haine, mais les France trucs, ça me rend fou. Et donc en fait, ça s'appelle France Terme. Ce qui est une sous-truc du ministère de la Culture. France Terme. Et du coup, voilà, c'est joueur. Alors, en vrai, ils ont rajouté, vous noterez, joueur, joueuse, animateur. C'est joueur, animateur en direct.
Mais le problème, c'est que du coup, ils ont voulu, et à raison, le mettre en inclusif. Donc, joueur, euse, animateur, trice en direct. Mais arrêtez avec France Structure, France 3, je l'attends. Le Québécois est bon en général sur les trades, je suis d'accord. Sauf que, il y a un petit effet quand même, tu sens que c'est un du Québec. Des fois, t'as des trucs un peu pétés. Enfin, pas pétés, mais folklorique, quoi. Genre, divulgacher, c'est incroyable, mais j'avais vu un autre truc il y a pas longtemps et j'ai fait genre, non, vous allez trop loin, quoi. En fait, le problème des Québécois, c'est qu'ils forcent. Et des fois, ils forcent vraiment, quoi. Mais bon, ça donne des bons trucs comme Pourriel, qui était trop bien, pour spam. Euh, et divulgacher, c'est trop bien, quoi. Divulgacher, c'est formidable. Pour dire spoiler, divulgacher, incroyable. Mais donc, oui, pardon, j'aurais dû augmenter un peu. France Terme. Donc, vous pouvez chercher des trucs dans France Terme. Ça vous donne des termes. Donc, voilà, le squelettage. C'est le rigging. C'est-à-dire, vous savez, sur Blender, vous bougez des squelettes en fait pour faire des trucs qui s'appellent du rigging en anglais, mais squelettage par exemple. Voilà. Le jeu vidéo en nuage, voilà, c'est du cloud gaming. Voilà, bon, des fois effectivement les périphrases sont un peu longues. Et voilà. Quand tu télécharges Hub additionnel, on l'utilisait déjà pour DLC. Appariement de joueurs, c'est quoi? Ah, le matchmaking, c'est de l'appariement de joueurs. Ouais, c'est pas si pire, vous voyez, c'est... Oui, ils s'attendent pas forcément à ce qu'on l'utilise au quotidien, mais je comprends que pour l'administration, ce soit pas débile d'utiliser des termes en français, quoi. Juste que des fois, c'est un peu tiré par les cheveux. Le pass saisonnier pour Season Pass, vous voyez, c'est très... Il y a beaucoup de choses qui sont très évidentes, quoi. Mais bon, streamer, joueur en direct, c'est un peu... Surtout qu'en plus, ils mettent joueur en direct, joueur qui retransmet et commente en direct sur la toile sa propre partie de jeu vidéo tout en interagissant avec sa communauté de spectateurs. Alors déjà, joueur, paye ton... Enfin, tu fais joueur, joueuse, puis là, tu mets joueur, bon bref. Ouais, il n'y a pas que ça, quoi. Mais bon, après. C'est journal officiel. Hein. Je sais pas pourquoi on s'attend au journal officiel que ce soit le plus à jour possible, mais bon. Voilà. Joueur animateur en direct. Oui, pardon, c'est joueur animateur en direct, mais forme abrégée, c'est joueur en direct. Donc, en fait, bon, les gens utilisent la forme abrégée, je pense. Mais joueur animateur en direct, c'est pas si pire pour quelqu'un qui joue. Mais pour les casteurs, c'est pété parce qu'ils jouent pas, bref. C'est un peu limité. Graduate School à droite. Ah, j'ai pas vu. Mais ouais. Non, mais il y a des trucs bien. Alors, des fois aussi, des fois, il y a des trucs enfin, qui sont déjà un peu utilisés, genre Procédure Bayon, c'était déjà utilisé un peu. Euh, Alors qu'ils auraient juste pu dire Samuel Etienne, c'est vrai. Samuel Etienne qui est une chaîne Twitch, n'oubliez pas. Ça, c'est sûr, vous pouvez pas oublier. Donc voilà. Quand le français prend les manettes du jeu vidéo. Ah voilà, vous voyez, ils ont fait tout un truc, genre. Voilà, ils disent pas rétro gaming, mais rétro-jeu. Rétro-jeu. Ça vous dit, on fait du rétro-jeu. Voilà, bon, forcément, ça nous fait bizarre parce que rétro gaming, ça rétro jeu, c'est un peu. Alors que rétro jeu, en vrai, il y a pas de raison que ça me fasse tilter, tu vois. C'est juste qu'on n'a pas l'habitude. Rétro jeu, quoi, putain. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Payer pour gagner, bon, pay to win, ça va. Publicité intra-jeu, bon, ça me choque pas. Jeux vidéo en accès gratuit pour free to play. Là encore, oui, c'est un peu long quand même. Alors qu'en gratuit pour jouer, bon, je sais pas. Pas saisonnier, accès anticipé. Très employé au Québec, oui, bah alors quand ça vous arrange, vous parlez du Québec, puis sinon, vous l'utilisez pas, quoi. Ah, skill game, social game, donc ce jeu social, jeu d'habileté. Ah, les hyper joueurs, c'est quoi un hyper joueur pour le coup? Un hardcore gamer, c'est un hyper joueur. Hyper joueur, Ackerman, enfin non, Jean Bidouilleur. Non mais ouais, c'est bon, c'est quelque chose quoi. Donc voilà, France Terme. Vous pouvez sur France Terme et découvrir plein de trucs marrants. Et en plus, ils ont des blog posts, enfin des posts de blog qui expliquent un peu tout ça. Ça aurait pu être cyberjoueur, j'avoue. Non, mais hyper joueur, c'est logique. Ils avaient fait. Enfin, c'est pas déconnant de dire hyper joueur pour dire super player, genre de choses, quoi. Ou hardcore gamer. Mais ouais. Mais c'est très pensé jeu vidéo, alors qu'en fait, en vrai, bon, le stream, c'est pas que le jeu vidéo. On le voit bien ce matin. Vous pouvez voir aussi des gens complètement claqués qui essayent de lire des articles. Pas mal. Bon, on va se lire un article en français, tiens. Sur un sujet sulfureux. Puisque on va se lire un article de Next Impact on va revenir sur un sujet dont on avait parlé un peu la dernière fois, mais là il y a une nouveauté, sur le blocage des sites pornographiques.
Parce que c'est un sujet intéressant, parce que ça croise de la technique, du juridique, de l'éthique, etc., etc., etc. Ah, et Bitodug aussi qui propose des trucs assez marrants. Blocage des sites pornographiques Pornhub sur la route du Conseil constitutionnel. Et oui, parce qu'ils vont jusqu'au bout, Pornhub. Ils vont jusqu'au fond du sujet, si j'ose dire. Alors évidemment, un site de QPC, drôle. L'humour. Ils aiment bien faire des vannes un peu pétées, Next Impact. Je vous recommande un Next Impact, encore une fois, un site incroyable. S'il n'y a toujours pas de date d'audience pour le premier dossier de blocage des sites pornographiques réclamés par l'Arcom, Pornhub a décidé de passer à l'attaque. Son éditeur réclame la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité. En gros, c'est l'équivalent en France, même si j'aime pas forcément faire une comparaison, mais d'aller jusqu'à la Cour suprême des États-Unis. Aux États-Unis, nous on a notre Conseil constitutionnel qui a une sorte de Cour suprême en France. Elle n'est pas suprême dans le sens où tu peux encore remonter jusqu'à l'Europe, mais en tout cas en France c'est le truc le plus élevé. Le rendez-vous du 24 mai a été manqué par l'Arcom, la faute à un bug de procédure. Ouais, ils sont plantés. À savoir la transmission tardive de l'assignation au greffe. Conclusion, l'autorité n'a pas pu défendre son dossier de blocage des sites Pornhub, tu kiffes, c'est ça. C'est un nouveau retard dans la longue chronologie de cette procédure. Le chantier avait été ouvert le 27 novembre 2020 par une première lettre de saisine par trois associations, Open, la COFRAD et l'UNAF. Toutes demandaient en chœur au président du CSA, nom de l'Arcom avant le 1er janvier, de constater la présence de contenu pornographique sur plusieurs sites X. L'objectif, contraindre les sites épinglés à mettre en place un contrôle d'âge sous la menace d'une procédure de blocage par les fournisseurs d'accès Internet. Quelques mois plus tôt, un article du Code pénal était en effet revu et corrigé pour préciser expressément que les disclaimers d'age, donc ça veut dire oui, j'ai plus de 18 ans, n'était plus un bouclier suffisant pour éviter l'infraction prévue au même article. 3 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende pour celui qui fabrique, transporte, diffuse un contenu pornographique susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. Amende multipliée par 5 pour les personnes morales. Et c'est un autre article de la même loi sur les violences conjugales du 30 juillet 2020 qui a organisé la procédure de blocage entre les mains du président du CSA. En fait, il y a eu toute une modification législative qui a fait que c'est beaucoup plus simple maintenant pour les gens de demander au blocage des sites pornographiques. Patinage artistique, nous dit Next Impact. Le chantier a quelque peu patiné puisque le président du CSA avait d'abord invité chacun des sites à lui fournir avant le 16 mars 2021, donc il y a plus d'1 an maintenant, toutes les observations que chaque éditeur jugerait utiles à l'instruction de ce dossier. Seulement, les autorités françaises avaient zappé une étape importante, la notification de cette régulation en devenir auprès de la Commission européenne. Alors oui, pourquoi ? Parce qu'en fait, en France, vu qu'on est en Europe, dans l'Union européenne, quand on commence à faire des législations qui sont liées au domaine de la communication, et vu que la communication elle est libre entre les différents États, en fait, tu es obligé de pinguer la Commission européenne en disant « Attends, on fait juste ce truc-là », pour que la Commission européenne puisse dire « Ah ok », et elle puisse coordonner le truc en disant « Ah oui, bah attends, il faut qu'on parle avec d'autres pays pour que ce soit plus ou moins harmonisé, quoi ». Alors, il y a Adamas qui nous pose la question comment ça constater la présence. Le mec il va dire oui, les vidéos X. Oui, mais évidemment, c'est pas juste faire ça, puisque le CSA maintenant est chargé dans la loi de taper sur les doigts des sites X. Donc, c'est pour ça qu'ils disent regardez, il y en a. Et une fois qu'il l'a vu, il peut pas faire genre d'accord. Non, il faut qu'il bouge, quoi. Et puis des associations qui sont complètement anti-sites pornographiques. Voilà, c'est encore un autre débat. Je vais pas trop rentrer dans le débat. Est-ce que ces associations sont bien fondées ou pas ? Parce que c'est des débats sans fond, parce que c'est souvent des assos cathos, enfin bref. Pas que, mais il y a quand même des bails. Il y a des bails. Je trouve qu'il y a des bails sur certaines de ces associations, pas toutes, mais voilà. Une étape que le secrétaire d'État en charge de l'enfance et des familles, donc le fait de pinguer la Commission européenne, une étape que le secrétaire d'État en charge de l'enfance et des familles nous avait assuré inutile, mais que la rue de Valois a jugé finalement nécessaire. Ah, finalement, on va peut-être le faire. Et pour cause, cette régulation française s'applique à l'ensemble des éditeurs, même ceux basés dans un autre État membre. Et sinon, c'est trop facile. La notification adressée le 2 avril 2020 a eu effet de geler la procédure française, parce qu'évidemment, tout se gèle le temps que la Commission européenne dise quelque chose. Période de statu quo prévue par le droit européen. Ce n'est d'ailleurs que le 8 octobre 2021 que le décret d'application a été publié au journal officiel. Donc en fait, c'était dans la loi, mais c'était pas actif, parce que du coup, il n'y a pas eu de décret, bref. Le temps que ce n'est pas un article européen, les autres pays européens ne sont pas obligés d'appliquer ces décrets. Oui, tout à fait, Sir Micha. Mais par contre, tu pourrais forcer les fournisseurs d'accès français à bloquer l'accès. Ce qui est quand même, du coup, une sorte de rupture
de l'égalité entre pays européens, donc c'est pour ça que ça remonte à la Commission européenne. Petit Lucky, ce que tu dis, on a littéralement parlé de ça la semaine dernière. On a vu d'ailleurs les différentes propositions qu'avait la CNIL, l'ARCOM, etc. Ils se posaient beaucoup de questions sur ces sujets, sur quelle technologie on pourrait faire pour vérifier l'âge des gens et quels étaient les côtés positifs et négatifs de chacune. C'était passionnant à voir. Et en vrai, ils ont des propositions intéressantes. Je vous rassure, il n'y a pas de blockchain dans l'affaire. C'est qu'en ce moment, à chaque fois qu'il y a un truc intéressant, mais de la blockchain. Non, il y a une idée pas conne à base d'extensions qui ferait une sorte de haute, pas débile. C'est pas parfait, mais franchement, c'est pas si pire. On a vu pire idée. Voilà. Et oui, Sir Michel, moi je suis d'accord avec ça, mais donc que l'éducation c'est peut-être la clé, mais bon. Hélas, tout le monde n'est pas d'accord. C'est compliqué. En attendant, il y a des trucs qui ont été posés par les législateurs dans la loi, donc du coup il faut regarder ça. En décembre, le président du CSA revenait donc à la charge contre les 5 sites porno, les mettant en demeure de trouver une solution de contrôle d'âge dans un délai restreint. Début mars, faute de réponse satisfaisante des sites et après moult constats du huissier, le chef de file de l'ARCOM agissait en procédure de blocage les principaux FAI français: Orange, Orange Caraïbes, Free, Free Mobile, Bouygues Télécom, Call Technology Service, SFR, SFR BPSS, la Société Réunionnaise de Radio-Téléphone et également Outre-mer Télécom. Donc quand même beaucoup de monde. D'ailleurs, je vois pas Bouygues dans cela, c'est étonnant, bref. La question prioritaire de constitutionnalité de Pornhub. C'est dans le cadre de ce dossier judiciaire dont on attend la nouvelle date d'audience que les sites porno ont décidé de faire feu de tout bois. Alors que cette ultime étape ne concerne que le président de l'autorité administrative et les fournisseurs d'accès, les sites X ont décidé de s'inviter en intervention volontaire. Selon nos informations, des recours au Conseil d'État sont bien sur leur rampe contre le décret d'application et les mises en demeure. Parce qu'en fait, si tu attaques le décret, du coup, ça pète la procédure. Une question préjudicielle est en train d'être aiguisée où la Cour de justice de l'UE pourrait examiner le respect de la procédure de notification par les autorités françaises. En gros, de dire votre notif que vous avez fait à la commission, vous l'avez fait trop tard, par exemple. Ce genre de choses. Enfin, une QPC ou question prioritaire de constitutionnalité est envisagée. Toujours selon nos sources, Pornhub a décidé de faire éprouver sur l'autel des textes fondamentaux les deux composantes de ce dispositif, à la fois les rouages de la procédure de blocage, mais également la désactivation juridique des disclaimers d'âge dans le code pénal. Le site s'interroge sur la conformité de ces deux volets au principe de l'égalité des délits et des peines et la liberté d'expression et de communication. Vous voyez, ça excite les nerds du juridique de se poser, de dire mais comment on peut faire en fait pour... est-ce qu'on a le droit vraiment d'imposer au site ce genre de choses? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bouygues Fibre, c'est Bouygues Télécom. Ah, j'ai pas vu Bouygues Fibre dans la liste, pardon, Jonathan. Je pense surtout que NordVPN est autant dans les esprits si ce n'est clairement pas une solution. Oui, en gros... il y a plein de manières de contourner, il y a plein de questions de ce genre. C'est des questions complexes. Et oui, Jonathan, le bon bail, c'est d'être dans un fournisseur d'accès, un fournisseur d'accès à Internet associatif, parce qu'ils sont toujours oubliés dans ces démarches. Donc vous êtes tranquille pour le temps en tout cas. MG FreeSite, son éditeur, donc de Pornhub, je crois. Estime d'une part que ces dispositions ne définissent pas dans des termes suffisamment clairs et précis une infraction pénale et le comportement pouvant donner lieu à une sanction ayant le caractère d'une punition. On relevera que l'article 227-24 du code pénal prévoit certes une infraction, mais sans définir exactement ce qu'est qu'un contenu pornographique. Oui, alors ça c'est un peu loadé, je pense. Je pense qu'un juge, il est capable de comprendre relativement facilement. Si le sujet a été évacué par le président de l'ARCOM dans son assignation, le Conseil constitutionnel pourrait du coup remettre en cause le cœur de l'édifice législatif. Ouais. Les leaders de Pornhub considèrent d'autre part que ce régime, qui trouve son origine dans la proposition de loi à l'REM, pourrait cette fois porter une atteinte qui n'est pas nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif poursuivi par le législateur de prévention de l'accès aux mineurs à des contenus pornographiques. Ça, je pense que ça a plus l'occasion de marcher, parce que c'est un peu hardcore quand même. Soulignons cette fois qu'une autre loi a depuis été votée pour obliger l'ensemble des écrans connectés, PC, smartphones, tablettes, consoles de jeux, montres, à introduire une solution de contrôle parental dont la mise en œuvre sera proposée lors du premier démarrage. Franchement, ça, j'ai trouvé que c'était un meilleur truc. Alors ça pose des questions sur les logiciels libres, etc. Bon, ok, ça c'est un sujet qu'il faut traiter. Mais à la rigueur, ça peut pousser les gens à ouvrir leur logiciel, bon, ok. Mais en gros, de dire, ok, on force pas. Alors sur Macha, il n'y a pas de jugement en fait. Pour le moment, c'est pour ça qu'on peut pas avoir ce genre de questions-là pour l'instant. C'est du droit administratif en fait, donc on n'y est pas encore. En fait, je trouve ça intéressant de voir que le législateur a une meilleure idée après coup, qui est de dire... En fait, ce qui est important, c'est que les gens aient un contrôle parental qui soit accessible et que les parents qui sont un peu à la ramasse puissent l'activer facilement et donc proposer au démarrage. Je trouve que ça, c'est tout à fait raisonnable comme disposition. Et je pense qu'en vrai, c'est un truc qui va être répliqué au niveau européen. De dire, en fait, vous avez l'obligation, quand vous avez un appareil connecté, de proposer, de faire un contrôle parental,
de proposer un contrôle parental, et 2, de faire qu'au premier démarrage, tu dois proposer le contrôle parental. Ça, je trouve ça très raisonnable. Oui, ça fait qu'il y a certains logiciels, etc. On peut pas non plus demander à ce que toujours on laisse l'informatique en dehors des questions de société comme ça. Genre, ça me choque pas que le législateur demande des trucs aux éditeurs de logiciels et aux fournisseurs d'hardware. Et je trouve ça beaucoup plus pertinent que ah, vous devez vérifier l'âge de toutes les personnes qui se connectent à votre site. Comment on fait? Bah, vous avez pas le droit. Enfin, ça, c'est un peu bizarre. Et Seatworld qui dit le contrôle parental sur les montres, en vrai, ça peut être tout à fait fait. Hein. Enfin, ça sonne pas complètement déconnant. Hein. Les montres connectées, elles ont quand même largement de quoi avoir une liste, une liste noire de sites internet. Et au premier démarrage, tu dis si oui ou non, t'as plus de 18 ans, tu vois, genre au premier démarrage, et que t'as un contrôle parental, c'est pas si déconnant. Effectivement, ça nous semble un peu exagéré. C'est pour ça que Next Impact le fait, parce que Next Impact, ils ont un avis très précis sur ça, donc ils aiment bien dire à chaque fois l'ensemble des objets connectés, et ils les mettent tous pour souligner à quel point c'est un peu ridicule, parce qu'effectivement, il y a un côté un peu ridicule. Mais c'est pas si débile, je suis désolé. Je fais partie de ces gens un peu qui se dit non, qu'on pousse le contrôle parental, pourquoi pas. Qu'on l'oblige, non. Qu'on oblige l'éditeur à en proposer un, ça je trouve ça déjà plus intéressant. Qu'on oblige l'éditeur à au moins le proposer une fois au démarrage, au premier démarrage, ça me semble pas déconnant non plus, pour le rendre visible. Parce qu'aujourd'hui, le contrôle parental existe sur les appareils, mais pas sur tous, et c'est pas si clair. Mais c'est beaucoup plus intéressant que de dire hey, vous devez vérifier donc les âges, mais on vous dit pas comment faire. Et la CNIL qui dit non, t'as pas le droit de demander la carte bancaire, non, t'as pas le droit de demander X ou Y. Et, et n'oubliez pas qu'il y a des législateurs qui disaient ah non, mais on a qu'à faire un France Connect. Et plein de gens qui font genre ah, mais on a parlé de la solution de France Connect la dernière fois, la solution d'utiliser France Connect pour les sites pornographiques, on en a parlé durant l'épisode 2, donc c'était le 3e épisode, l'épisode numéro 2 de lundi.dev, et ça me permet de faire le petit instant promo. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes les émissions de lundi.dev sur lundi.dev, bah oui, le nom est pas débile, et notamment vous pouvez retrouver les précédentes émissions, là notamment les difficultés du contrôle d'âge en ligne, et ce qui est très bien c'est qu'en plus c'est chapitré, donc c'est cool parce que vous pouvez directement aller voir nos discussions de la dernière fois sur le sujet, c'était assez chouette. Oui Adamas, t'as raison, Next Impact est très bien, mais il y a un biais sur la liberté d'expression. Bon, ça correspond aussi à leur historique. Je veux dire, tu lis pas Libé pour qu'on te dise que les Républicains c'est des gens bien. Bon bah voilà, c'est le même délire quoi. Eux ils ont ce point de vue-là très parti piratesque sur plein d'aspects. Voilà. Alors je sais pas ce que vous avez pensé de cet article. Moi j'aime beaucoup le travail que fait Next Impact sur. Pardon, je le remets parce que je parle de ça. Donc c'était Next Impact. C'était quoi, merde C'était... Attendez, je le retrouve là, je vais cliquer dessus. Paf. Blocage site pornographique. J'aime beaucoup ce que fait Next Impact, je trouve, sur ces questions-là quand même. Ils font une veille que peu de sites font sur les questions de censure en ligne, censure au sens large, évidemment. De régulation en ligne, etc. Et notamment sur la régulation française. Très intéressant. Il n'y a pas beaucoup de sites qui le font en France. Ils ont une expertise là-dessus et c'est assez chouette. Et ils l'expriment quand même bien en rappelant toute l'histoire. Donc, Next Impact, n'oubliez pas, c'est un site qui a beaucoup de contenu sur abonnement, mais il y a quand même beaucoup de choses qui se libèrent gratuitement au bout d'un moment si vous voulez pas vous abonner. Et dont enfin c'est pas très cher à l'année, hein, je sais plus combien c'est, mais c'est pas délirant en termes de prix. Donc voilà. Et d'ailleurs, je vous mets le lien évidemment de cet article. Je vous le mets dans le chat. Voilà. Ça va vous Il est déjà 10h48, le temps passe tranquillement, vous êtes toujours nombreux, je comprends pas pourquoi vous êtes aussi nombreux, mais je suis ravi que vous soyez là. Merci à toutes celles et ceux qui me regardent pour la première fois ce matin. On fait ça tous les lundis matins de 10h à midi, et habituellement j'ai pas l'air aussi claqué, donc n'hésitez pas à venir le lundi habituellement. J'ai envie de vous parler, oui c'est un jour férié, je sais que c'est pour ça qu'il y a plus de monde, mais quand même. J'ai envie de vous parler de DALL-E 2 à nouveau. Donc DALL-E 2, je vous rappelle, on va aller sur le site de DALL-E 2. DALL-E 2, c'est un algorithme qui génère des images. C'est du machine learning, c'est une intelligence artificielle, bon c'est un terme un peu galvaudé, etc., mais qui génère des images. Vous en avez sans doute déjà entendu parler, sinon c'est pas le cas, je suis ravi de vous le faire découvrir. Mais en gros voilà, c'est ce truc absolument incroyable où on dit je veux des ours qui font du shopping
dans le style donc, ukiyo-e, donc le style japonais médiéval, et ça te le fait, quoi. Ce qui est fou, quand même. Enfin, c'est incroyable, quoi. Et ça, c'est une intelligence artificielle qui te le génère. En 10 secondes, je crois que ça prend. C'est phénoménal. Et en plus, tu dis ah non, non, je veux juste que ce soit fait avec un seul trait. Et voilà, il le fait en un seul trait. Ou alors, comme dans l'Égypte ancienne, et ça te le fait dans l'Égypte ancienne, quoi. Ça, c'est délirant, quoi. C'est délirant. Et DALL-E 2, c'est fou, hein, quand même. Hein. Je suis à chaque fois. Je suis à chaque fois impressionné par ce que fait DALL-E 2. Et ça a plein de fonctionnalités rigolotes, genre, vous voyez, là, il y a une image originale, et on dit à DALL-E, rajoute un flamingo, donc un flamant rose, à cet endroit-là. Donc vous voyez qu'il rajoute un flamingo là, ou alors il le rajoute dans l'eau, et du coup il comprend que ça doit être comment on dit, une bouée. Voilà, bref. DALL-E 2, très impressionnant. Je vous avais déjà parlé de DALL-E 2. DALL-E 2 vaut-il mieux que Imagen, nous dit Espadrine? Bah, on sait pas. Pour le moment, on sait pas. Puisque Imagen, on n'a pas eu beaucoup de gens qui auraient accès. Donc, Imagen, pour ceux qui n'ont pas la ref, dont parlait Espadrine, Imagen, c'est DALL-E 2, mais fait par Google. Ou DeepMind, je sais plus. L'un des deux. Oui, Valoracar le souligne, avec la réflexion, et ça c'est fort. Non, mais même, c'est une intégration qui est très propre. Il donne un autre exemple. Là, vous avez une jolie photo d'un musée, et on dit mets un corgi l'espace 1, et vu qu'il se rend compte que le corgi, donc le 1, on l'a mis sur un tableau, bah, il le fait dans le style du tableau en question. C'est délirant. Et là, on lui dit ah non, mais je veux un corgi sur ce tabouret, bah là, il le met en vrai, parce que le tabouret, il est en vrai, quoi. C'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est fou. C'est fou. Il y a des networks qui dit effectivement qu'il y a certains graphistes et illustrateurs qui disent ah non mais j'ai pas envie que mes données soient utilisées pour ça. Je pense qu'hélas la loi va pas forcément leur donner raison parce que ça me semble difficile en fait d'encoder le fait qu'une intelligence artificielle ne peut pas regarder entre guillemets ton œuvre. Mais on va voir. Mais je pense que la loi là-dessus pour le coup va pas aller dans leur sens à moyen terme. Malgré du looming. Bref, donc DALL-E 2 fait ça. Et normalement, je vous fais pas découvrir parce que vous avez dû le faire passer, mais voir passer, parce que DALL-E 2, ça fait quand même un moment que ça existe, ça fait plusieurs mois maintenant. Et un truc rigolo, c'est qu'il y a Giannis Darras qui a l'impression d'avoir trouvé un langage secret. Alors, je vais essayer de traduire, mais j'ai peur qu'ils traduisent vraiment les choses. Non, c'est bon. DALL-E 2 a un langage secret. Impopule versatis signifie d'oiseau. Signifie insecte ou parasite. L'invite, donc le prompt, alors mangeant, eating, vous voyez c'est ça, mangeant, Contaras donne des insectes d'oiseaux mangeant des images d'oiseaux mangeant des insectes. C'est fou, non? En utilisant certains termes un peu bizarres, et ben il arrive à faire que DALL-E pense qu'on lui dit des choses. Alors que normalement, DALL-E, tu lui parles en anglais, quoi. DALL-E 2. Étonnant. Une limite... Attendez, je vais le traduire. Une limitation connue de DALL-E 2 est qu'il a du mal avec le texte. Par exemple, deux agriculteurs parlant de légumes avec des sous-titres donnent une image qui semble contenir du texte charabia. Donc on peut regarder. Voilà. Entre deux agriculteurs qui discutent. Cependant, le texte n'est pas aussi aléatoire qu'il y paraît au départ. Si on utilise... Enfin... Nous envoyons le texte Vicotes, donc on a vu dans l'image précédente. Étonnamment, on obtient des plats avec des légumes. C'est étonnant. On nourrit alors les mots... Enfin, on donne les mots apopleus versatis et on obtient des oiseaux. Il paraît que les fermiers parlent d'oiseaux qui gâchent leurs légumes. Oui, c'est apopleus versatis, donc ils parlent des oiseaux. Vicotes, ce serait des légumes. Alors non, Mopral, c'est pas du tout le nom scientifique, hein, c'est un vomi... Un prêté pour un vomi, comme dirait l'autre. Non, c'est un truc, voilà. Et donc, voilà, la question c'est de se dire, est-ce que c'est pas une sorte de lingua franca que c'est créé le... Bah, on va voir. Autre exemple. Deux baleines parlent de nourriture avec des sous-titres. Nous obtenons une image avec le texte Va Zodrea écrit dessus. Apparemment, les baleines parlent en fait de leur nourriture dans la langue de DALL-E 2.
Va... Bah, si tu prends ce truc-là en essayant de comprendre, et que tu lui donnes, il te sort... Bah... Des trucs de mer, quoi. C'est assez fou, non? C'est délirant. Vous allez voir, je vais vous montrer des gens qui sont pas d'accord avec cette démarche. Mais quand même, c'est assez fou. Certains mots de DALL-E 2 peuvent être appris et utilisés pour créer des prompts absurdes. Par exemple, peinture de Ablu Versatis donne des peintures d'oiseaux. Ablu Versatis means to, enfin, veut dire quelque chose qui vole et peut être utilisé dans différents styles. Là, il donne des exemples. Painting of Ablu Versatis, ben, ça donne la peinture d'un joli oiseau. Cartoon, Apple Versatis, ça donne un cartoon. Enfin, c'est rendering, 3D rendering, 3D rendering of Apple Versatis, ça te donne une version 3D d'une sorte de libellule. Et Line Art, ça donne aussi une sorte de libellule. Alors justement, Spadrine, je crois qu'on y arrive. Dans le deuxième thread que j'ai trouvé, justement, il y a des gens qui disent que bon, c'est peut-être ça. La découverte du langage DALL-E 2 crée de nombreux défis intéressants en termes de sécurité et d'interprétabilité. Actuellement, les systèmes NLP filtrent. Donc NLP, c'est les systèmes NLP, c'est des systèmes de Natural Language Processing, donc de langage de traitement de langage naturel. Filtre les invites de texte qui violent les règles de la politique, enfin qui violent les règles du service. Des invites charabia peuvent être utilisés pour contourner ces filtres. Donc il y a un papier qui a été proposé là-dessus. Et il y a des gens qui sont pas d'accord, et je vais prendre le thread de Benjamin Hilton qui fait genre wow, 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 wow. Alors le thread de Benjamin Hilton qui est une réponse à ce thread que je vous ai montré qui était fou, hein, quand même le thread que je vous ai montré. Le thread c'est non, DALL-E n'a pas de langage secret, ou du moins nous n'en avons pas encore trouvé. Alors il faut se dire que Benjamin Hilton il bosse pour DALL-E. Hein. Ah non, il bosse pas pour DALL-E. Il me pensait qu'il bossait pour OpenAI, mais non. Non, DALL-E 2 n'est pas de langage secret, ou du moins nous n'avons pas encore trouvé. Ce fil viral DALL-E a des informations assez étonnantes, mais peut-être que la raison pour laquelle ils sont si étonnants est que pour la plupart ils ne sont pas vrais. Filetage. J'adore Fred traduit par Google Traduction. Filetage. Filetage. Démarrons par certaines revendications de base, enfin par des claims de base. L'auteur original qu'on a vu avant, donc Giannis Darras, a dit que contractulaire gluricate lumineux signifie insecte ou parasite. C'est juste faux. Ça semble juste faux. Voici ce que j'obtiens quand moi je mets contrat dans DALL-E, beaucoup d'animaux différents. Effectivement, ça ressemble pas franchement à un insecte, quoi. Ça non plus d'ailleurs. Hein. Ça non plus, enfin il y en a plein qui sont pas ça, quoi. La clé des claims d'un langage secret de DALL-E est que ces termes s'appliquent à tous les invites DALL-E, y compris lorsqu'ils sont utilisés dans des invites plus complexes, comme demander à DALL-E de sortir dans d'autres styles. Mais si j'ai rendu 3D à l'invite, j'obtiens des choses liées à la mer, pas des bugs, pas des insectes. Effectivement, tu rajoutes 3D, t'as que des trucs qui sont liés à la mer, là. Donc, bon, c'est pas si simple, quoi. Les prompts contrat, cartoon et contrat, painting donnent des grands-mères. On n'a encore rien à voir avec des insectes, quoi. Alors, quoi penser de Aploplé versatis, qui devrait dire oiseau ou enfin truc qui vole. Ah, bah déjà, ça marche mieux. Aploplé versatis, DALL-E, effectivement, génère des oiseaux. Ça, on est d'accord. Si j'essaye Cartoon 3D Render, DALL-E génère plein d'insectes, donc dont la plupart peuvent voler, et pas d'oiseaux. Il dit... Attends, mais désolé, je suis con, j'ai la traduction qui se dit, mais à chaque fois je traduis dans ma tête. Ma meilleure supposition, c'est du hasard, ou peut-être, si vous me pressez vraiment, que Apple Plus Versatis ressemble à un nom binomial pour certains oiseaux ou insectes. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'on revient sur ce qui était dit tout à l'heure. Je sais plus qui nous l'avait dit, que c'est pas le terme, c'était Mipral, et vous étiez tous à dire non, non, pas du tout. Dans ces Bipro, je suis désolé, j'oublie toujours ton pseudo correct. Tac, 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 je vais le retrouver. Enfin, c'était Mopral qui disait c'est pas le nom scientifique, et en fait, ça ressemble à un nom scientifique. Donc peut-être que vu que ça ressemble à un nom scientifique, eh bien, pour le coup, DALL-E essaie de refaire du scientifique. Vous voyez, c'est ça qui est marrant. Du coup, vu qu'il y a beaucoup d'insectes qui sont représentés avec leur nom scientifique,
l'un dans l'autre. Si on combine les claims 1 et 2, Apple Versatis qui mange Kontara donne-t-il des images d'oiseaux mangeant les insectes? Comme vous pouvez vous y attendre après le résultat précédent, cet avis génère certainement des oiseaux, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait des insectes. Bah ouais, c'est que c'est pas vraiment les insectes qui mangent. Giannis dit que Vicotes veut dire vegetables, donc des légumes. Encore une fois, il faut que je pense à cliquer sur le bouton. Signifie légumes. Encore une fois, oui, Vicotes nous donne des plats de légumes, mais si tu dis Vicotes dessin animé, ça donne des personnages bizarres. C'est vrai que c'est bizarre. Vicote rendu 3D donne des objets. Et Vicote peinture donne des fleurs et des paysages. Et non pas des légumes. Pour moi, tout ça ressemble plutôt à un bruit stochastique et aléatoire qu'un langage DALL-E secret. Donc là, normalement, vous êtes tous déçus, genre oh. Et là, il continue. Il se dit bon, alors, quand même, creusons plus loin. Est-ce que le texte dans les images DALL-E signifie quelque chose? Par exemple, 2 baleines parlant de nourriture avec des sous-titres. Il affirme ensuite que l'utilisation du texte de l'une des images comme invite en général des images de nourriture. D'ailleurs, ça nous permet d'en voir plein de ces images-là. Ça crée des images de fou. Aucune de ces images avait vraiment du texte qui est retranscrit. Donc j'ai demandé à DALL-E de générer plus. A demandé de générer plus de baleines jusqu'à qu'il y ait une image avec du texte à copier. C'est le premier que DALL-E m'a donné, avec écrit Eve Wells. Et regardez, en donnant à Wally, Eve Wells m'a donné une photo d'un délicieux dessert, mais aussi des footballeurs, des animaux et une bouilloire. En vrai, c'est drôle de trouver des prompts qui donnent plein de trucs aussi différents. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui font ça. C'est assez improbable. Qu'est-ce que je pense? Eve Well est soit soit un non-sens, soit une déformation du mot baleine. Donc Wales. Giannis a eu de la chance lorsque ces baleines ont dit Wash Zodrea et ça a donné des images de nourriture. Conclusion. Pour être juste envers Giannis Dara, c'est vraiment bizarre que Apple Versatis nous donne des oiseaux à chaque fois malgré un non-sens apparent. Il y a donc quelque chose à cela. Mais je ne pense pas que ce soit des preuves qu'il y a un langage secret entre les invites ou que le texte dans les images d'Ali signifie quoi que ce soit. Et si j'ai des preuves, j'ai hâte d'avoir tort. Jadis, c'est à toi, enfin à ton tour. Donc je trouve ça vachement intéressant ces discussions qu'il y a eu parce que les gens à la fois ont envie de dire ah non t'as tort, mais en même temps je trouve que ça fait une discussion intéressante de dire putain est-ce qu'on trouve vraiment une lingua franca via ces... Ça serait marrant en vrai. Et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a eu une re-réponse. Ah vraiment, ça ne s'arrête jamais. Je trouve ça génial. Et je voulais vraiment vous montrer ça parce que quand j'ai vu ça, je fais genre... Et en plus pour moi, je vous avoue, vu qu'il y a la traduction qui marche pas trop mal, ça m'évite en plus de traduire les trucs. Mais je trouve ça formidable. Une mise à jour sur le vocabulaire caché de DALL-E 2. Bien que la plupart des commentaires que nous avons reçus aient été constructifs, certains commentaires doivent être pris en compte, parce que c'est to be addressed, donc doivent être un peu... on doit leur répondre précis. Un fil de discussion avec un nouveau texte charabia et une discussion. Donc, Benjamin nous dit qu'on a eu de la chance avec l'exemple sur les baleines. Alors, on a trouvé un autre exemple. 2 hommes qui parlent à propos de football avec des sous-titres nous donnent le mot Tibauer. Cela nous donne des sports sur 4 sur les 10 images. Donc là, il est plus malin. Il dit pas systématiquement, il me dit 4 images sur 10 nous donnent ça. Donc déjà, ça fait un peu flipper quand il y a des visages, parce qu'il n'est pas entraîné pour faire des bons visages, DALL-E, volontairement. Mais on a Tibauer. Et là, effectivement, quand il dit Tibauer, eh ben, on a quand même beaucoup de sports. Intéressant. 4 sur 10. Ça, en fait, il dit 4 sur 10, c'est beaucoup, mais bon. Plusieurs personnes, incluant Real Meaty Human, ont demandé si notre personne fonctionnait au-delà des images naturelles, d'oiseaux, etc. Oui, nous avons trouvé quelques exemples qui semblent statistiquement significatifs. En fait, ils ont arrêté de dire que c'était systématique, mais trouvé des choses qui sont statistiquement significatives. Par exemple, The Code semble lier 4 images sur 10 aux étudiants ou à l'apprentissage. The Code. De la même manière, Kofafruder semble corrélé à les hôpitaux, à être malade, etc. One Comarfuder in the bed.
plein de gens avec des trucs Et jusqu'au fraudeur, bon, on a aussi des trucs qu'on va en avoir, mais on a quand même 4 personnes qui sont malades. C'est qu'il y a coma dans le nom, je suis d'accord. Burn et Flames pointed that Apple Play, or Gibberish words for burn, enfin pardon, je vais traduire. Ce n'est que Apple Play, notre mot charabia pour les oiseaux, a un codage BPE similaire à Apodiae. Donc tu vois, on est retombé sur nos pattes, Espadrille nous parlait de BPE tout à l'heure. Un codage, alors qu'est-ce que c'est que le codage BPE d'ailleurs? Hop. Alors pardon, je vais utiliser plutôt BPE encoding parce que sinon on va tomber sur de la merde en français. Byte pair encoding, donc en fait c'est la manière dont on encode les mots et les caractères, ou les syllabes, je sais plus, des mots, etc. Donc en fait on les encode d'une manière qui est particulière et apparemment ça joue beaucoup sur les résultats. Donc en gros c'est une manière dont on encode qui fait ça. De manière intéressante. Donc oui, donc Apple Play est à peu près encodé de la même manière que Apodiae, et Apodiae produit environ 1 sur 10 d'oiseaux, alors que notre chapeauria Apple Play donne 10 sur 10. Donc on pense pas que ce soit lié au codage BPE, parce que pour le coup ça aurait dû donner les mêmes résultats, c'était juste ça quoi. Donc on peut regarder Apple Play, que des oiseaux, Apodiae, plutôt des insectes quoi. Par contre, Apodiae, Plochidae, deux noms de vrais oiseaux, donnent que des oiseaux. Par conséquent, une expression possible que nos tokens de charabia sont des mashups de parties de mots réels, ça semble raisonnable. Mais il est intéressant que DALL-E 2 génère ces mashups. Donc en fait, si tu fais des mashups entre des mots similaires, DALL-E va comprendre que c'est des mashups. Ça c'est intéressant. Nos tokens de charabia peuvent avoir plusieurs significations. Benjamin Hilton exécutait Contra Rationalitis et a souligné que tous ne sont pas des bugs, des insectes. En effet, notre texte charabia produit une fraction statistiquement significative, mais rarement une correspondance à 100% avec le concept cible. Donc là, il revient avec son image où on avait vu ça. Nos tokens de charabia ont différents degrés de robustesse en combinaison avec d'autres contextes. Par exemple, si XX produit des oiseaux, XX vol est une invite facile, XX sur une table est une invite neutre, et XX dans l'espace est une invite dure. Oui, d'accord, donc en fait, DALL-E est plus ou moins... voilà. Alors que nous dit Arne Network? Ah oui, Jean c'est un prénom d'homme, Patrick aussi, donc Jean Arc doit être ok aussi. C'est à peu près l'esprit, oui. Notre vocabulaire caché semble robuste dans des invites faciles et parfois neutres, mais pas dans les invites difficiles. Donc quand tu fais un truc qui a pas de sens, quand même, au bout d'un moment, DALL-E fait n'importe quoi. Ces tokens peuvent produire une faible confiance dans le générateur et des petites perturbations le déplacent dans des directions aléatoires. Vicotes, ça c'est le truc qu'on avait trouvé tout à l'heure là. Vicout on the table, ça marche bien. Mais dans d'autres ça marche pas. Nous tenons à souligner qu'il s'agit d'une attaque contradictoire et qu'elle n'a pas besoin de fonctionner tout le temps. Oui, parce que l'idée qu'ils ont dans leur réflexion, et ils en avaient parlé au tout début dans le premier thread, c'est en fait, est-ce qu'on peut utiliser ça pour contourner des filtres qu'on pourrait mettre sur l'input quoi. En gros, imaginons, comment dire, si on veut faire un truc logique, imaginons qu'on veuille interdire la génération d'images de Manuel Valls. Parce qu'on pense que quand même le pauvre Manuel Valls il a souffert. Pourquoi pas. Donc pour des raisons d'éthique, on veut interdire la génération de Manuel Valls. D'images de Manuel Valls. Mais que si on écrit gros loser, ça génère des images de Manuel Valls. Eh bien, c'est une attaque contradictoire. C'est-à-dire qu'on a réussi à contourner le check qu'on aurait mis de vérifier s'il y a Manuel ou Valls dans le prompt. Et en fait, les gens ont réussi à le générer en écrivant gros loser. Bah, on a raté. Bon, bah, lui, il essaie de faire ça, mais au lieu d'utiliser gros loser, il essaie d'utiliser du charabia, quoi. Et du coup, c'est intéressant en termes de à quel point on est capable de générer des protections sur ces algorithmes-là, et à quel point il y a des attaques potentielles là-dessus. J'espère que mon exemple avec Manuel Valls et gros loser, ça vous a paru suffisamment clair. N'hésitez pas à me dire dans le chat si c'est assez clair ou pas. Oui, on rappelle, d'ailleurs Valarocard nous dit, Chez en catalan, ça se dit Manuel Valls. Et voilà, et donc il y a un préprint qui existe. Donc c'est un article de recherche au final. Mais je trouve ça trop bien. Je sais pas si ça vous a plu, pardon. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu ou pas dans le chat. Désolé, ça fait un peu le mec qui veut de l'interaction, mais en fait, en vrai, je suis réellement intéressé de savoir si ça vous a intéressé, ce genre d'exploration. Moi, j'ai découvert ça et j'ai trouvé ça trop cool. Je me suis dit, tiens, je vais vous le partager. Mais après, voilà, je sais pas à quel point ça vous intéresse aussi.
Mais, euh, mais ouais, je trouve ça très très cool comme truc. Et donc on voit la limite de ce qu'on a vu au début qui était un peu Ouah, on a trouvé une lingua franca. Non, on a trouvé des manières de potentiellement un peu se planter. Non, Jonathan, tu n'as pas la possibilité de jouer avec DALL-E 2, puisque ça n'est pas disponible au grand public. Ils le réduisent pour le moment à des chercheurs ou à des journalistes ou à des gens un peu clés, mais tout le monde n'a pas accès à DALL-E 2 pour des raisons de sécurité, parce qu'ils sont pas capables aujourd'hui, notamment parce qu'il y a ce genre d'attaque, de garantir la sécurité des images et donc de s'assurer que les gens ne l'utilisent pas pour des choses néfastes. Alors tu peux demander l'accès, Mopral a raison, mais normalement c'est pas évident de l'avoir. Ouais. Cool, c'est cool que ça vous intéresse. Donc voilà. Évidemment, je vous enverrai, enfin je mettrai les liens sur lundi.dev, évidemment, si vous voulez les retrouver les différents threads, parce que c'est rigolo. Ah, Espadrine nous parle des éléments BPE. Les éléments BPE, attendez, hop, je mets en grand pour que vous voyez mieux son message. Les éléments BPE sont chacun encodés dans un token, un numéro unique, qui est un neurone de la couche initiale. Imagine utilise sentence piece qui rend cet encodage un peu aléatoire. D'accord. Donc ça peut peut-être éviter ce genre de problème. Mais ouais, je trouve ça assez chouette. Qu'on découvre un peu. Et puis c'est tellement bluffant, je trouve, comme technologie en vrai. C'est assez chouette. Je pense que la prochaine fois, j'essaierai de vous montrer un peu en détail ce que c'est qu'Imagen, parce que j'avais vu passer la page, mais je pourrais peut-être la traduire un peu. Pas l'article complet, mais au moins la page de description. Ça peut être assez chouette. Donc voilà. Et n'oubliez pas, ouais, DALL-E 2 fait des trucs vraiment bluffants. Par exemple, on lui demande, tiens, essaie de copier cette image. Et donc il fait des variations un peu sur le même thème. Je trouve ça assez bluffant. Mais oui. Bah, il y a des notions d'éthique qui vont se placer à un moment, ou à quel point on va accepter ou pas que des IA puissent prendre le travail d'honnêtes graphistes, quoi. Vraie question. Et en même temps, est-ce qu'on doit arrêter l'évolution de ça juste pour ça? Vraie question. Le avant-après entre DALL-E 1 et DALL-E 2 est quand même phénoménal. Hein. DALL-E 1, ça faisait ce genre de truc-là avec quand même on va dire avec une, une résolution qui est pas immense. Alors quand même, DALL-E 2, c'est magnifique, quoi. Ouais. Je suis assez bluffé par DALL-E 2 et je pense que ça a plein de problèmes. Ils le disent, ils le redisent, mais c'est quand même assez incroyable. C'est assez chouette. Excusez-moi, je règle juste un truc. Touk touk touk. Hop, ne pas déranger. Paf. Voilà, voilà. Alors, bon, il est déjà 11h12. J'espère que vous passez une bonne matinée de jour férié. Euh, J'ai un autre article que je vais essayer de traduire avec Google Traduction, du coup, parce qu'apparemment ça marche bien, donc je sais pas pourquoi je me fais chier à traduire alors qu'apparemment translate.goog. Paf. Là, on est sur des choses un peu plus compliquées, mais on va voir ce que ça va donner. Il y a une nouvelle version de l'algorithme Quicksort. Alors là, on sort un peu du domaine grand public, mais bon, on parle aussi un peu de dev dans cette affaire. Et quoi de plus devesque que de parler d'algorithme, de tri, ce qui est quand même un peu le truc de base. Dans le monde de l'informatique, on parle beaucoup d'algorithmes de tri parce que c'est un peu un exemple d'algorithme sur lesquels on peut faire beaucoup d'efforts d'optimisation, de réflexion, etc. Et du coup, Quicksort est un des algorithmes de sorte donc d'ordre les plus utilisés, je dirais, et, les plus performants. Et donc ils ont trouvé un quicksort encore plus quick. On va voir ça tout de suite. Donc ça vient du blog open source de Google. L'algorithme de tri, merci, je trouvais d'ordre, mais non, il y a un algorithme de tri très particulier. Et vous allez voir, c'est intéressant. Hein. Je sais qu'on va perdre quelques auditeurs qui vont faire genre oula, ça parle technique, mais vous allez voir, c'est quand même relativement intéressant. Quicksort vectorisé et performant. Donc ça date de jeudi dernier, hein, c'est vraiment il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, nous partageons du code open source qui peut trier des tableaux de nombres environ 10 fois plus vite que STD sort de C++, et surpasse les algorithmes de pointe spécifiques à l'architecture, donc aux architectures, ARM, etc., tout en étant portable sur toutes les architectures de processeurs modernes. Ci-dessous, nous expliquons comment nous y sommes parvenus.
Tout d'abord, un peu de contexte. Il existe une tendance récente vers les bases de données en colonnes, qui stockent consécutivement toutes les valeurs d'une colonne particulière, en opposition au stockage de tous les champs d'un enregistrement ou d'une ligne, avant ceux de l'enregistrement suivant. Oui, parce que dans beaucoup, notamment sur Postgre, tu enregistres chaque ligne l'une après l'autre. Alors, il y a des systèmes de pages, etc. Mais en gros, si tu as la ligne 1 et la ligne 20, la ligne 1 est avant en mémoire, enfin, toutes les données de la ligne 1, modules et trucs qui sont sortis, vont être avant la ligne 20. Les données, donc ça, c'est les bases de données SQL traditionnelles, alors que les bases de données en colonne vont stocker toutes les valeurs de la première colonne, toutes les valeurs de la deuxième colonne, toutes les valeurs de la troisième colonne consécutivement. Ce qui n'est pas la même chose. Cela peut être plus rapide à filtrer ou à trier, qui sont des blocs de construction clés pour les requêtes SQL. Donc, ici, tu peux aller plus vite ou filtrer plus vite, ta requête va aller plus vite, quoi. Nous nous concentrons donc sur cette disposition de données. Étant donné que le tri a été largement étudié, comment pouvons-nous éventuellement trouver une accélération de x10 ? La réponse réside dans des instructions SIMD, donc des instructions vectorielles. Celle-ci effectue des opérations sur plusieurs éléments indépendants en une seule instruction, par exemple en opérant sur 16 floats de 32, donc vous savez, les floats, ce sont des nombres à virgule, pour le faire simple, à virgule flottante, donc de 32 bits, donc sur 16 floats de 32 bits, à la fois lors de l'utilisation du jeu d'instructions AVX 512 ou 4 sur ARM Néon. Donc AVX 512, c'est les instructions qui sont dans les derniers processeurs Intel, et ARM Néon, c'est les SIMD des processeurs ARM. Donc SIMD, vous savez, c'est comme ils l'ont expliqué à l'instant. Donc un processeur, ça exécute des instructions. Là-dessus, je pense qu'il n'y a rien de fou. Le truc qui est intéressant, c'est maintenant il y a des instructions qui permettent de faire plusieurs choses à la fois, ou enfin de traiter plusieurs données à la fois. Avant, les instructions, pour faire simple, ça traitait, c'était un nombre plus un autre nombre, quoi. C'est vraiment les instructions de base qu'exécute un processeur. Et il y a des instructions de plus en plus complexes qui ont été mises. Et notamment une instruction qui permet de dire une addition de. Tu prends 4 chiffres et tu additionnes avec les 4 chiffres suivants et ça me donne les 4 chiffres suivants, quoi. Ça donne 4 autres chiffres. Et donc ça, c'est la vectorisation, c'est-à-dire qu'on est capable de traiter plein de nombres en même temps. Donc là, il donne un exemple, A, B, donc on a 1, 2, 3, 4, plus 10, 20, 30, 40, ça donne 11, 22, 33 et 44. Et tout ça est fait en même temps, dans la même instruction potentiellement. Si vous connaissez déjà SIMD, vous avez peut-être entendu parler de son utilisation dans les superordinateurs, dans l'algèbre linéaire pour les applications d'apprentissage automatique, dans des machine learning, le traitement vidéo ou les codecs d'images tels que JPEG XL. Incroyable JPEG XL, un jour il faudra que je vous présente JPEG XL, c'est formidable JPEG XL. Mais si les opérations SIMD n'impliquent que des éléments indépendants, comment pouvons-nous les trier ? Ce qui implique de réorganiser les éléments du tableau adjacent. Donc en gros, comme je l'ai dit, le principe de la vectorisation, c'est que tu gères des blocs et des blocs et des blocs et des blocs. Donc du coup, comment tu peux trier alors que tu gères des blocs et des blocs et des blocs et des blocs ? Ça semble pas cohérent parce que tu dois trier les différents éléments, pas des blocs d'éléments, bref. Et c'est là où ils sont dit imaginez que nous ayons une manière spéciale de les trier, par exemple de tableaux de 256 éléments. Ensuite, l'algorithme Quicksort va trier un tableau plus grand. Attends, là ça veut rien dire. Là la traduction elle est pas. Then the Quicksort. Alors attends, comment il nous le dit en français, en anglais ? Imagine we have a special way to sort, for example, 256 éléments. Donc c'est ça. Imaginons que on veut trier 256 éléments. 256, des tableaux de 256 éléments. Ensuite, l'algorithme Quicksort doit le couper en 2 tableaux différents. C'est le principe de l'algorithme Quicksort. Ceux qui sont moins qu'une certaine valeur et une qui sont plus grandes qu'une autre valeur. C'est la valeur pivot et en fait on fait ce tri par rapport à la valeur pivot. C'est comme ça que fonctionne l'algorithme. Puis ensuite, à ce qu'on répète jusqu'à qu'un tableau ait jusqu'à 256 éléments. Et là, on utilise notre méthode pour trier. Donc en fait, ce qui est malin, c'est qu'en fait, il découpe le problème pour pouvoir utiliser SIMD, pour le faire simple. Donc SIMD, donc c'est ces instructions qui permettent de traiter beaucoup d'éléments en même temps. Le partitionnement représente la majeure partie du temps de CPU, donc si nous pouvons l'accélérer en utilisant SIMD, nous avons un tri rapide. Heureusement, les jeux d'instructions modernes, donc ARM SVE, donc RISC-V et donc AVX 512, donc qui sont les instructions qui sont dans les derniers processeurs, pour vous faire simple, incluent une instruction spéciale adaptée au partitionnement, donc en fait de splitter les trucs. Étant donné une entrée séparée de valeurs oui-non, si un élément est inférieur au pivot,
ou supérieur au pivot. Donc, est-ce que l'élément est inférieur ou supérieur à une certaine valeur? Alors ça le met dans un sens ou dans l'autre. Cette instruction compress-store stocke dans une mémoire consécutive uniquement les valeurs dont l'entrée correspondante est oui. Donc en fait, tu peux donner une condition et ça va mettre d'un côté ou de l'autre. Nous pouvons alors logiquement nier les valeurs oui-non, donc tu inverses les deux, et appliquer à nouveau l'instruction pour écrire les éléments sur l'autre partition. Donc en fait, ça te permet en deux instructions de prendre des données et de les répartir directement dans les bons bacs, on va dire. Cette stratégie a été utilisée dans un quicksort spécifique à AVX 512. Mais qu'en est-il des autres jeux d'instructions, tels que AVX2, qui n'ont pas de compressor, donc magasin de compression, donc qui font cette mécanique-là. Des travaux antérieurs ont montré comment émuler cette instruction en utilisant des instructions de permutation. Donc en fait, il existe aussi des instructions de tu swaps s'il y a une condition. Nous appuyons. Bon, je vous rassure, c'était à peu près le gros de l'algorithme, hein, parce qu'en plus, dire à l'oral, à l'arrache, quand je traduis, c'est un peu l'enfer. Mais j'ai pas fait l'effort de faire des schémas, j'aurais peut-être dû, mais... Nous appuyons sur cette technique pour réaliser le premier tri rapide vectorisé qui est portable sur 6 ensembles d'instructions sur 3 architectures. Donc en gros, c'est pas que pour processeur Intel, c'est sur processeur Intel, AMD, mais aussi ARM, donc les trucs qu'on trouve sur les appareils connectés qu'on a au quotidien, quoi. Et qui surpasse en fait les tris antérieurs spécifiques à l'architecture. Donc en plus, il est meilleur que les trucs existants. Notre implémentation utilise des fonctions SIMD portables de Highway, donc qui est une bibliothèque. Nous n'avons donc pas à réimplémenter environ 3000 lignes de C++ sur chaque plateforme. Highway utilise Compressor, donc ce dont on avait expliqué, ce qui fait clac, qui prend des éléments d'un côté et qui les met de l'autre côté. Utilise Compressor lorsqu'il est disponible, et sinon les instructions de permutation équivalentes. Donc, je vous disais, les trucs qui soient capables d'inverser deux éléments à partir d'une condition. Contrairement à l'état de l'art précédent, qui était également spécifique aux entiers 32 bits, nous prenons une charge entière complète d'entrée de 16 à 128 bits. Donc en plus, tu peux ordonner plein de choses différentes, quoi. Alors Jonathan nous dit, mais c'est le principe de base de Quicksort de couper en deux puis de trier de chaque côté. Oui, mais on n'utilisait pas ces instructions particulières pour le faire. Donc là, au moins, les instructions qui permettent d'accélérer tout ça. Malgré notre implémentation portable unique, nous atteignions des vitesses records sur AVX2, AVX 512 et ARM Néon. Pour un million de nombres 32, 64, 128 bits, notre code exécuté sur un Apple M1, parce que du coup ça permet de montrer que ça marche aussi sur ARM, parce que M1 est sur ARM, peut produire une sortie liée à des débits de 499, 471 ou 466 mégaoctets secondes. Donc c'est quand même des belles accélérations. Sur Skylake, les vitesses sont de 1100, enfin en gros de 1 gigabit seconde, quoi. Fait intéressant, la VX est 1,4 à 1,6 fois plus rapide que la VX2. Donc en gros, passer sur les dernières versions des processeurs Intel permet quand même de faire un 40% à 60% plus rapide en faisant aucun truc spécifique, parce que la bibliothèque switch automatiquement sur ces nouvelles instructions. Ça peut vraiment valoir le coup. Voilà. Je vous passe un peu d'autres chiffres, mais en gros, voilà. La bibliothèque standard atteint 58, 128 sur le même CPU, donc nous avons réussi à avoir une accélération entre 9 et 19 fois selon, en fonction du type de nombre. C'est quand même un énorme multiplié. Le gros du temps est souvent dépensé dans les feuilles. J'ai pas compris ce que tu veux dire, Espadon. Auparavant, le tri était considéré comme coûteux. Nous sommes intéressés de voir quelles nouvelles applications et capacités seront déverrouillées en pouvant trier plus de 1 gigaoctet seconde sur un seul cœur de processeur. Oui, parce qu'en plus, c'est sur un seul cœur, là, pour le coup. Alors, même si, il me semble que dans beaucoup de processeurs, quand tu commences à utiliser ces instructions un peu magiques, vous avez compris, hein, ou qui... Enfin, c'est pas magique, mais qui permet de faire tant de choses en même temps, la capacité de faire tourner du code en parallèle est moindre. Ça marche pas bien. Ah, The Leaf of the Christmas Trees. Oui, d'accord. Ouais. Mais c'est quand même bluffant. Leur benchmark est quand même ouf. Même si, dans certains cas spécifiques... Enfin, bah oui, c'est plutôt tu expliques ça. Ce qui explique que justement c'est ça. Je suis un peu perdu, je t'avoue, c'est pas dingue. Après, on est lundi matin et j'ai pas beaucoup dormi. Bref, tout ça est disponible sur GitHub. Et il y a un article, évidemment, qui existe. Un article de recherche qui existe. Enfin, un paper, quoi, qui existe. Donc ça, je trouve ça assez chouette. Qu'on ait, même sur des choses de base telles qu'un tri, on arrive à faire des grosses améliorations. Voilà. En gros, pour vous le faire simple, on arrive à mieux utiliser les processeurs nouveaux et les fonctionnalités qui sont dans les processeurs nouveaux pour trier plus vite.
Voilà. Et pour trier plus vite sur plusieurs architectures. Donc c'est pas un tri plus vite que sur Intel, mais c'est un tri plus vite aussi sur ARM, bon sur AMD aussi, puisqu'ils partagent le même instruction set. Donc voilà, ça c'est quand même cool, quoi. Voilà. Donc je vais aussi vous parler un peu de technique un peu poilue, parce que je trouve ça intéressant. Autre truc intéressant que j'ai vu passer, et alors vous allez voir, je pense que l'ironie ironique ne va pas vous échapper, parce que je vais traduire cet article via Google Translate. Mais il y a Mozilla qui annonce fièrement de lancer des outils de traduction automatique locale, enfin qui peuvent exécuter sur votre navigateur directement. Et ça, je trouve ça fou. Et le tout de manière ouverte. C'est donc cet article. Alors je sais pas pourquoi ça s'appelle Mozilla Comment, c'est un peu bizarre là. Oui, c'est juste Mozilla quoi. Je sais pas pourquoi Mozilla Comment. Bref. Donc, excusez-moi, j'ai un peu bugué sur la traduction automatique. Donc j'utilise la traduction automatique de Google parce que vous allez voir que je peux pas utiliser pour le français. Mais bref, c'est assez intéressant. Donc Mozilla lance des outils de traduction automatique locaux dans le cadre du projet Bergamot. En janvier 2019, Mozilla a rejoint l'université d'Édimbourg, l'université Charles, l'université de Sheffield et l'université de Tartu dans le cadre d'un projet financé par l'Union Européenne, projet appelé Project Bergamot. J'aimerais la version originale. Oui, je peux avoir la version originale. Voilà. Projet Bergamot, hein, donc, et ce site-là, Projet Bergamot. L'objectif ultime de ce consortium était de construire un ensemble d'outils de traduction automatique neuronale, enfin un réseau de neurones, qui permettrait à Mozilla de développer un module complémentaire, donc une extension, de traduction de sites web qui fonctionne localement, c'est-à-dire que les moteurs, les modèles de langage et les algorithmes de traduction dans la page devaient résider et être exécutés entièrement sur l'ordinateur de l'utilisateur, de sorte qu'aucune des données ne serait envoyée au cloud, ce qui le rend entièrement privé. En gros, on aimerait ne plus avoir Google Trad. Que Google Trad soit simplement une extension qui soit exécutée localement comme n'importe quel autre programme. Ce qui serait super quand même. En plus de cela, 2 nouvelles fonctionnalités devaient être introduites. Le premier serait la traduction de formulaires, qui permettent aux utilisateurs de saisir du texte dans leur propre langue qui est dynamiquement traduit à la volée dans la langue de la page. Donc en gros, une sorte de traduction magique où si tu écris un truc dans une page qui est traduite, ben ça le traduit dans l'autre sens. Ça c'est fou. La deuxième caractéristique était l'estimation de la qualité des traductions, où les traductions à faible confiance devaient être automatiquement mises en évidence sur la page afin d'informer l'utilisateur d'erreurs potentielles. Ça c'est très cool. C'est-à-dire, là je suis pas trop sûr de ma traduction. Ça en vrai, ce serait super. Cet ensemble d'exigences a posé un certain nombre de défis technologiques à l'équipe. Le moteur de traduction a été entièrement écrit dans des langages de programmation se compilant en code natif. Nous avions besoin d'un moyen de rationaliser la distribution du projet afin d'éviter les frais généraux liés, je pense que frais généraux ça doit être overhead, oui absolument. L'overhead lié à la fourniture de versions compatibles avec toutes les plateformes prises en charge par Firefox qui serait impossible à scaler et à maintenir. De plus, le moteur devait fonctionner assez rapidement sur les CPU et ne pas s'appuyer sur les GPU, comme c'est traditionnellement le cas pour les solutions de machine learning, enfin de deep learning. Donc en gros, dire voilà, il faut qu'on puisse facilement que ça tourne chez tout le monde, parce que sinon, ils n'ont pas envie de se faire chier à devoir compiler des trucs spécifiques pour chacune des plateformes dans lesquelles Firefox est, parce qu'il y a quand même pas mal de plateformes sur lesquelles Firefox est. Et en plus, il ne faut pas que j'utilise les GPU, parce que tous les ordinateurs n'ont pas de GPU. Leur solution, donc notre solution, à cela consistait à développer une API de haut niveau autour de moteurs de traduction automatique, de la porter sur WebAssembly. Donc WebAssembly, incroyable, hein. Je vous rappelle, WebAssembly, c'est un format d'instruction, donc un format de programme, on va dire, qui a la particularité d'être compatible avec plein de navigateurs différents, et qui ont été mis ensemble par les différents navigateurs pour avoir une sorte de plateforme commune sur laquelle exécuter du code quasi natif. En tout cas, du code qui va quasiment aussi rapidement que le code natif. C'est pas rien. Et à optimiser les opérations de multiplication matricielle pour qu'elles s'exécutent efficacement sur les processeurs. Donc en gros, depuis du WebAssembly, tu puisses appeler les fameuses instructions de vectorisation dont je parlais avant, qui permettent de traiter plein de données en même temps. Cela nous a permis non seulement de développer le module complémentaire de traduction, donc de développer l'extension, mais également de permettre à chaque page web d'intégrer la traduction automatique locale, comme dans ce site web, qui permet à l'utilisateur d'effectuer des traductions de forme libre sans utiliser le cloud.
Et ça, c'est intéressant, puisque si je vais là-dessus, que je vais sur la page originale, et ben il me propose un système de traduction. Par exemple, je peux écrire Hello World, et ça me le traduit en bulgare. Rigolo. Ou ça me le traduit en italien. Là, ça enregistre. Voilà. Ciao, Mando. Voilà. Le module complémentaire de traduction est désormais disponible dans la boutique de modules complémentaires de Firefox pour une installation sur Firefox Nightly, bêta et dans la version générale. Nous recherchons les commentaires des utilisateurs, donc des retours sur l'extension. Vous verrez un bouton pour remplir un sondage qui aidera Project Bergamote à comprendre dans quelle direction vous devez porter ce produit. Pour permettre à la communauté de contribuer dans de nouvelles langues, nous avons besoin d'un pipeline de formation complet pour permettre aux passionnés de former facilement ces nouveaux modèles, etc. Ce travail s'aligne sur l'engagement de Mozilla, blablabla, voilà. Rejoignez Mozilla, c'est formidable. Et à la fin, ce projet a reçu un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union Européenne. Et alors Jonathan a remarqué que tiens, c'est bizarre, il n'y a pas le français dans la liste. Effectivement, le français n'est pas dans la liste. Et il me semble que... hop. Et il me semble que même l'extension contient pas le français. Voilà, il n'y a pas le français. Il n'y a pas le français. Alors voilà, il n'y a pas le français, donc c'est un peu... C'est pour ça que j'en ai parlé, parce que je trouve ça super qu'il y ait ce genre de choses. Mais il n'y a pas le français. Donc, je suis un peu deg. Un petit peu deg. Un petit peu deg. Mais il faudrait que j'aille sur le translation training, là, dont on parlait. Hop. Il y a toute une explication sur comment entraîner sur des traductions potentiellement dans d'autres langues. Donc peut-être que le français arrivera bientôt. Mais en tout cas, voilà, on a une... salut Gaspard. On a une... on a un début, en tout cas. On a un mécanisme qui nous permettrait peut-être à moyen terme d'avoir un Google Traduction libre et qui s'exécute directement sur votre navigateur. Et ça, en vrai, ça serait quand même une super chose. Et donc le projet Bergamote, voilà, c'est un projet avec quand même pas mal d'universités pour faire ça. Et j'ai hâte que ça existe. Donc voilà, un article intéressant sur une initiative que je trouve assez chouette. Mozilla est en train d'essayer avec l'Union Européenne. Enfin, je dis c'est Mozilla, mais en fait Mozilla ils font de l'aide logistique, hein, vous aurez compris. Ils ont rajouté des trucs dans leur navigateur, ils ont fait ce qu'il faut pour les aider, mais vraiment sur tous ces 4 universités qui posent dessus. Mais bon, c'est quand même cool de voir que ça existe. Et en plus ça correspond bien à la mission de Mozilla, hein, qui est quand même de fournir des outils qui respectent la vie privée, et c'est difficile de faire plus respectant la vie privée qu'un truc qui s'exécute en local uniquement sur ta machine, quoi. Donc voilà. Il reste 30 petites minutes. Ah, on est bien. Je suis désolé, hein, je m'étends, mais un peu compliqué, je vous avoue. Je n'ai dormi que 3h30 cette nuit. Ne faites pas comme moi, dormez les amis. Prends ces printemps, les amis. Non mais vraiment dormez, parce que manquer de sommeil, c'est pas chouette. Je pense que je vais me faire une énorme sieste après tout ça. Mais voilà. On est pas mal. Ah oui, j'y pense, sur les chapitres de la vidéo YouTube, il y avait écrit Hello World en C. Ah ouais. Alors, merci Jonathan, je vérifierai que je me suis pas planté. Je voudrais bien que Mozilla fasse un assistant vocal un peu comme Snips. On va peut-être y arriver, hein, à un moment. Attendez, je vous passe en max. On va peut-être y arriver à un moment d'avoir des assistants vocaux vraiment open source et bien, mon cher Shine Echo. Ça va peut-être arriver et ce sera super, hein. Mais on n'y est pas encore. En vrai, j'ai un avis qui est un peu double sur ce que fait Mozilla. Je suis un peu en mode genre, ouais, c'est bien que vous essayez de faire ça parce qu'il faut que des gens s'y mettent. Mais en même temps, je suis un peu en mode genre, Mozilla, vous avez en face de vous déjà Chrome. Donc est-ce que vous pouvez déjà vous concentrer pour faire un navigateur incroyable? Et c'est ce qu'ils font, mais des fois, je suis un peu en mode genre, s'il vous plaît, bossez vraiment sur votre navigateur. Alors après, on m'a déjà dit, parce que je connais des potes qui bossent chez Mozilla, qui disent, oui, mais t'es gentil, mais en même temps, il faut que Mozilla se diversifie pour trouver aussi des sources de revenus, et voilà, ce qui est vrai. Mais quand même, vraiment, j'aimerais bien que Mozilla s'éparpille pas, quoi. Donc voilà. Salut Cookie. Alors, on arrive dans les 30 dernières minutes. Et dans les 30 dernières minutes, alors c'est faux, hein, parce qu'en fait, dans les faits, on n'y arrive jamais, mais normalement, l'idée, c'est que dans les 30 dernières minutes, on essaie de bidouiller, de coder un bout de truc. Parce que j'ai fait un peu le tour de ce que j'avais trouvé rapidement d'articles intéressants cette semaine. Il y en avait sans doute d'autres, mais voilà, il faut faire des choix.
Et en fait, je me dis que on pourrait enfin essayer d'intégrer les émotes. Parce que on n'a pas les émotes dans votre discussion à gauche. Moi, je trouve ça dommage. Je pense que ce serait cool qu'on essaie de coder ensemble le rajout des emotes pendant que vous êtes là. Et donc, on va passer sur un peu de live code. C'est le moment live code. Donc, on va pas coder un assistant vocal open source et offline, mon cher Shineco. On va coder les emotes dans ce chat qui est là. Et ça, c'est cool. J'ai l'impression que Opera est sous-coté, mais j'avoue, je l'utilise pas. Le problème de Opera, c'est qu'il est pas open source, quoi. Je crois que c'est juste une base maintenant. Enfin, ceci dit, c'est une base sur Chromium maintenant, mais en gros, le gros. Ça, c'est peut-être un truc à rappeler, mais en gros, des moteurs différents qui vont sur le net, donc des vrais navigateurs, on va dire, même si c'est pas que les autres sont des faux navigateurs, mais les navigateurs de A à Z, en fait, il n'y en a pas 15. T'as Firefox, Chrome, et Safari. Et même Chrome et Safari ont un ancêtre commun quand même relativement proche avec WebKit, mais il y a eu quand même un fork depuis, donc Chrome est quand même relativement différent. Il y en a 3. Et puisque Edge maintenant c'est Chromium, donc c'est vraiment Chrome où tu changes quelques petits bouts de trucs seulement. Donc en fait, des moteurs différents, il n'y en a pas des masses. Et Mozilla fait le seul moteur qui est créé par un organisme à but non lucratif, quoi. Donc, c'est quand même bien qu'il y ait des gens qui fassent ça sur le web, je trouve. En tout cas, c'est intéressant d'avoir ça en tête. Cookie qui nous dit, j'avoue, Safari est très bon sur Mac, mais j'utilise Chrome à fond car ses extensions. Ouais, alors pour le coup, pour l'anecdote, Cookie, si tu ne sais pas, mais les extensions Chrome sont de plus en plus disponibles sur Safari. Donc, Safari a changé là-dessus. Moi, je suis pas un fan de Safari pour plein de raisons, parce qu'Apple me casse les couilles sur plein d'aspects et tout. Mais, je dois bien avouer que je suis content qu'il y ait encore un peu de diversité dans le monde des navigateurs. Alors les amis, vous êtes toujours très nombreux, je trouve, avec nous. 43 là, c'est dingo. Et on va coder un peu. On va coder, alors qu'est-ce qu'on va coder, mes amis? On va coder les émotes pour que vous ayez enfin les émotes à gauche. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'émotes. Sachant que j'ai pas activé déjà BTTV sur ma chaîne, ça c'est un autre sujet. Donc les émotes BTTV, vous les avez pas dans tous les cas, mais au moins qu'on ait les émotes de comment ça s'appelle officielles de Twitch dans le chat présent sur la chaîne, ce serait quand même chouette. Alors, si vous ne le savez pas parce que vous venez de nous rejoindre, en fait, il faut savoir que ce qu'on voit actuellement, c'est codé fait maison. C'est-à-dire que littéralement, j'ai codé l'affichage que vous voyez sur cette chaîne. Et, attendez, juste j'augmente un tout petit peu. Voilà. Et typiquement, ça ressemble à ça. On a littéralement du code qui correspond aux différents éléments qu'il y a sur... Attendez, je vais faire comme ça. Voilà. Que vous voyez sur l'interface qui est là. Je vais vous le prouver. Si je vais dans la big bar, qui est ici, je vais écrire coucou et vous allez la voir tout de suite. Voilà. En bas à gauche, vous voyez, c'est écrit coucou. Voilà. C'est assez rigolo. Donc c'est fait avec Vue.js, que j'aime beaucoup. Donc j'ai fait ça, et ça me plaît beaucoup. Et donc on a même codé le chat directement dans nos interfaces. Enfin, on l'a fait directement, quoi. Ce qui est assez dingue. Donc typiquement, si je reprends notre fameuse chatbox, vous voyez, ça communique même directement en WebSocket et tout, avec le truc du chat et tout. Enfin, c'est assez dingue. Ça marche plutôt bien en plus. Et c'est très pratique. Je vais mettre true. Pardon, je vais mettre true. Donc, je vais vous grossir pour que vous soyez toujours gros, même alors qu'on est en train de coder. Je vais mettre le code un tout petit peu plus à droite, et comme ça vous allez pouvoir voir. On va garder le chat grand et coder ensemble. Alors les exemples de vue, on va pas en faire maintenant parce que le but c'est que je code un peu ce truc là, mais je t'invite vraiment à aller sur Vue.js.org, c'est très très chouette, on peut faire plein de trucs très rigolos. Mais je réalise qu'en live on entend mieux les sons d'ambiance chez toi, c'est une porte qui grince que la musique. Ah ouais, non mais j'ai la musique qui est trop faible, peut-être, t'as raison. Ouais. Est-ce qu'il y aurait moyen que tu enregistres toutes les emotes en SVG et que vous les affiches sur le chat en plus facile? Alors mon cher Cookie, il n'y a pas besoin, puisque l'API du chat
Ah mais en fait la musique est vraiment très très basse en live, je suis désolé. Voilà. En fait je vous entendais pas la musique depuis le début, c'est dommage. Bah oui mais c'est parce que j'avais mis trop basse, comme un débilos. Merci Mousse pour ton follow. Alors vous allez entendre effectivement un peu mieux la musique. Euh, donc, j'allais dire, oui. Donc en fait, il y a l'API de Twitch. Twitch a une API sur les émotes. Getting Twitch emote, des trucs comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, ils fournissent des... Putain, faut que j'utilise des mots et des termes alors que mon cerveau fonctionne pas. Vous allez voir, c'est terrible, hein. Mais en gros, il y a des appels d'API qui existent qui permettent d'avoir accès aux émotes euh, et aux URL des émotes directement. Donc en gros, c'est relativement facile. Aussi, un autre truc qui est cool, c'est que on reçoit par... Attendez, je augmente un peu la musique parce qu'apparemment vous l'entendez pas. Euh, on reçoit directement depuis les WebSockets, donc notre passerelle chat de Twitch. On reçoit aussi des informations liées à quel emote c'est, etc., à quel endroit. Donc ça c'est quand même relativement chouette de pouvoir voir ça. Donc c'est relativement facile. Donc je vais lancer... je vais ouvrir l'overlay aussi dans Firefox, parce que du coup c'est l'avantage, c'est que ben, c'est une page web, donc je peux y avoir accès aussi. Et le but de ça, c'est de pouvoir voir dans la console. Je vais utiliser un bon vieux console log pour voir les messages à chaque fois qu'ils arrivent. Donc je crois que le console log existe déjà, donc si vous écrivez quoi que ce soit dans le chat, normalement je devrais le voir s'afficher. Normalement. Voilà, coucou YouTube dans Firefox. Regardez, hop, on peut voir les différents trucs. Et parmi tout ça, il y a aussi notamment des emojis qui sont fournis. Donc là, évidemment, essayez de mettre un emoji dans le chat, s'il vous plaît, les amis. Et on va voir les emotes. Là, par exemple, vous voyez que sur le chat, sur le message qu'a fait Jonathan il y a quelques instants, on voit coucou YouTube dans Firefox. Mais on voit que, enfin, je vais essayer d'augmenter un peu. On voit que emotes est à nul. Donc c'est du texte qu'on a parsé en utilisant le parseur qui est fourni avec Twitch, hein. Je vous ai pas ces détails parce qu'on l'a fait dans de précédents lives de code. Pas forcément dans lundi.dev directement, mais on a fait ça en live. Tout a été fait en live. Et donc là, on voit PogChamp. Normalement, j'aurais voir justement un emote. Donc on voit ici que le texte est PogChamp. C'est ce que j'affiche actuellement. Mais si on va dans Tag, Emote, et on voit qu'on a un numéro d'emote. Donc 305, 95, 41, 56. Ok. Et on voit que c'est le. En fait, l'emote, elle correspond à la string de 0 à 7. Intéressant. Intéressant. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut remplacer le texte de 0 à 7, donc du caractère 0 au caractère 7, par l'émote avec ce numéro-là. On s'est beaucoup inspiré, sans le copier pour des raisons de licence, de GChat, qui est un chat qui est utilisé chez pas mal de monde, et qui s'est déjà posé ce genre de questions. Et ils avaient fait tout un truc sur les emojis, et donc je vais aller le lire parce que je suis un peu une grosse flemme, et j'ai envie de voir comment ils font. Évidemment, on va pas copier-coller leur code, puisque pour les licences on ne peut pas, mais on peut toujours aller s'inspirer, c'est pas un problème ça par contre. Mais du coup, tu risques d'être embêté pour les émotes qui sont écrites et retranscrites. Bon, on verra, mon cher Cookie, on verra. Alors, moi ce qui m'intéresse, c'est de voir comment on fait les émotes, pas Better TV, juste les émotes Twitch. Pour les émotes Twitch, comment il fait? Parce que les émotes Better TV, on peut les faire après. Donc là, c'est les badges, ça c'est encore un autre délire. Pour le moment, je ne vous mets pas vos badges à gauche. Attendez, vous voyez pas assez, je suis con. Donc, load emotes. Est-ce que c'est cette même chose là? Hop. Load emotes. Donc, chat emotes, il n'y en a pas. Plus les emotes PTTV. Les emotes FFZ.
Ah. C'est marrant, il utilise pas les émotes de... Les émotes de Twitch. Il doit bien aussi avoir des émotes pour Twitch, quoi. Ah, mais bon. Ça, c'est les badges. Tout, tout, tout. Fried, hide badge. Ça, c'est les badges. Comment il fait pour les émotes? Writing message. Ah oui, lui, il les met comme ça. Ah oui, bon, en fait, on peut faire ça, j'avoue, c'est un peu trivial, mais ça marche. C'est en gros, tu mets l'URL et paf, quoi. C'était le emote global, ce qui était juste en dessous du chargement des emotes BTTV? Bah non, parce que là, il le fait comme ça. Là, il le fait juste en faisant emote. Bon, on peut tester, attendez. Hein. Hop, si je fais ça, suivi de celui-là, suivi de default dark. On n'a pas besoin que ce soit propre, hein, on a juste besoin que ça marche pour le coup. Hein. C'est un truc que je fais local, si ça pète, c'est pas grave. Et là, regardez, hop, le PogChamp, il est là. J'ai envie de dire banco la caravane. On va le faire comme ça. On va le faire à la porcasse, mes amis. Et après, on verra pour faire ça mieux à un autre moment. Là, il reste quoi? Un quart d'heure? J'aimerais bien qu'en un quart d'heure, on ait déjà un bout de truc, quoi. Ça pourrait être cool. Ça pourrait être cool, quoi. Pourrait être cool, quoi. Donc, ce qu'on va faire au début, c'est qu'on va rajouter toutes les émotes, on va les mettre à la fin du message. C'est dégueulasse, parce que c'est pas du tout la bonne chose. Normalement, il faut mettre les émotes au bon endroit. Mais ça sera déjà un début. Donc, on va prendre un chat message. Et regardez, si j'écris coucou à la fin, c'est comme si vous aviez écrit coucou à la fin de chacun de vos messages. Oui, c'est ridicule, mais ça me fait beaucoup rire. Yay! Je peux vous faire dire n'importe quoi, bref. C'est un peu scandaleux, oui, on est d'accord. Et non, je l'attends, je t'ai coupé l'herbe sous le pied. Donc là, du coup, on va rajouter simplement nos émotes. Donc les émotes, on a vu que c'était dans tags. Tags émotes. Donc, je vais faire const emotes égale tags emotes, par exemple, tu vois, un truc comme ça. Ah oui, il est stressé parce que je lui ai pas dit d'où venait. Parce que c'est props peut-être. Attendez, un petit instant. Comment je fais quand j'utilise les props déjà? Pour vous dire à quel point j'ai pas mes yeux en face des trous. Hein. C'est que des trucs un peu classiques que je les ai même pas. Dans Chatbox, là, on utilisait scene name. Et scene name, on l'utilise directement. Ça le stress. Pourquoi je peux pas utiliser tags? Bon, attendez, on va aller juste prendre 3 secondes pour lire un peu la doc de vue. Const prop juste au-dessus. Ah oui, mais oui, quel débile. Ah non, attends, t'es sûr que define prop ça marche comme ça? Oui, si, pardon. Je voulais être sûr que je dise pas la merde. Tout à fait. Tout à fait. Et donc là, je fais genre const emotes égale props tags emotes ou un truc vide. Et donc emotes, je l'utilise pas pour le moment, mais l'idée c'est que je fasse span v for emotes, enfin emote in emotes, et que je fasse ah oui, mais non, parce que attendez, je vais trop vite, Emotes, emotes, c'est un objet. Non, pas de problème pour backseat pour le code. Hein. Oh, jamais aucun problème. N'hésitez pas à backseat. Et n'hésitez pas à regarder backseat aussi sur la chaîne de Jean Bastien. Emotes, qu'est-ce qu'on a donc? Emotes, et donc en fait on a la clé. C'est ça le truc important. La clé c'est l'emoji et 0 c'est là où il faut aller la chercher. Après on a le ouais, OK. Donc du coup, ça veut dire que emotes, il faut que tu mettes un if dans ton corps de message s'il y a un message ou pas et que tu renvoies vers un autre message. Non, cookie, on va pas le faire comme ça. Mais d'abord, je veux juste afficher tous les emotes à la fin. L'objet, c'est un tableau d'emojis. Mais c'est pas un tableau d'emojis, c'est un clé valeur avec tous les emojis. Donc en fait, emote, ça va être un objet. Et ensuite,
il faut qu'on fasse emote names, object.keys, emote. Voilà. Emote names. En fait, ça va être emote URLs même. Emote URLs, voilà. Et ça, je vais mapper. Et je vais prendre key et je vais dire que c'est. Et là, je vais faire une petite fonction toute bête, genre Twitch URL, voilà, paf. Qui. Et là, je vais pouvoir mettre la longue URL qu'on a vue là-bas. Ce bout-là. Paf. Qui Default dark. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Non, c'est un objet qui contient un array. Voilà, genre si tu as 3 fois la même emote de le message, tu vas avoir un seul objet qui contient un tableau de 3 positions, de ce que j'ai compris. Tout à fait, Jonathan, c'est comme ça que je l'avais compris aussi. On a dit porcas, object.keys. Object.keys, pardon, c'est un truc qui. Object.keys, c'est un truc qui retourne les clés d'un objet. Voilà, tout simplement. Merci Cookie pour le follow. Merci beaucoup. Merci, merci Boboche aussi pour ton follow. Merci à vous. Un jour, on fera les alertes. Vous aurez compris, on code tout à la main dans ce truc-là, on s'amuse. Et donc voilà, donc tout Twitch URL, paf, et normalement, là, on a des URL. Oui, bon, ça on ira après. Et donc du coup, on va faire URL in URL. Et donc là, on va faire un bon vieux IMG, SRC, tac, emote. Enfin, non, juste URL, pardon. Désolé, c'est un peu brouillon, mais c'est un peu brouillon dans ma tête aussi pour vous. Et là, pourquoi il est stressé? Oui, parce qu'il faut que je mette un key URL. Donc key qui est nécessaire parce qu'on fait une boucle, donc du coup, il faut qu'il arrive à se repérer. Bon, si je fais ça, ça donne quoi? Oh, regardez ça! C'est type incroyable. Alors, on voit pas les emojis au bon endroit. Enfin, on voit pas les emotes au bon endroit, c'est normal. Et surtout, on les voit pas à la bonne taille. Mais, bon début. Bon début. Voilà, déjà, on les remet dans une taille raisonnable. Et franchement, marrant. En vrai, marrant. Pour un truc fait à l'arrache comme ça, je suis pas mécontent. Du coup, on va mettre des styles et tout, hein, vous inquiétez pas. Je l'ai fait à l'arrache comme ça, mais bon, déjà un bon début. Donc, merci Q10 pour ton follow. Donc là, on va juste mettre dans les styles. On va scoper. Là, on va donner une classe. On va appeler ça emote, tout simplement. Voilà. On va pas se faire chier. On va faire que emote, ce soit un 8 de 32 px. Voilà. Et puis, on va aussi faire un vertical align et on va le décaler un peu parce que sinon, c'est trop haut, je trouve. Voilà. C'est un peu collé au texte, mais de toute façon ça n'a pas de sens aujourd'hui parce que c'est pas intégré au reste du truc. Donc on va pas commencer à ordonner à gauche ou à droite, sachant que c'est complètement pété. Alors ce qu'on va faire aussi rapidement, c'est qu'on va enlever le trou qui est là. On va vous réduire un peu pour voir. Ouais, alors ça c'est le truc aussi, c'est qu'il va falloir que je change la taille selon la taille du message. Mais bon, ça pour le moment, on va voir après. Ok. Et alors là commence le truc un peu relou, c'est qu'en gros, certes on a des emotes, mais maintenant il va falloir qu'on remplace rip le trou. Ah, je sais pas de quoi tu parles. Maintenant il va falloir qu'on remplace dans le message, et ça c'est beaucoup plus chiant, il faut qu'on aille remplacer dans le message les différentes places et qu'on transforme en emoji, en emote. Alors c'est pas si compliqué que ça, mais c'est un peu chiant. En gros, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'aujourd'hui, le message, c'est message, mon hashtag mon message, c'est la props message, c'est le message. Et en gros, on va devoir transformer ça en un tableau.
On va devoir faire message segments. Et en gros, ça va être un tableau qui aujourd'hui contiendrait que message, par exemple. Enfin, props message, vous l'aurez compris. Voilà. Et message segments, en gros, ce serait... alors pour le coup, j'ai pas de clé. Ça, c'est un peu nul. Mais après, ça va pas bouger normalement, donc on s'en fout que c'est pas de clé, mais bon. Segment in message segments. Hop. Et normalement, si je fais ça comme ça, ça, je suis bien emmerdé par contre, Poco. Il n'y a pas un délire comme ça. Si je fais ça... Attendez, hein, vous allez peut-être disparaître magiquement. Ouais, c'est dans l'autre sens plutôt. Voilà. Et oui, ça va être un tableau objet, tout à fait, hein, ça sera un tableau objet. Et en gros, l'idée... Oui, Gecko, c'est normal, parce que pour le moment, on a juste mis à la fin la liste de tous les émotes qui existent et on les a pas mis au bon endroit. C'est normal, Gecko. C'était un petit test à l'arrache pour le moment. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai transformé notre message, qui était juste un bout de texte, en un tableau d'éléments. L'idée, c'est qu'en fait, on va pouvoir faire un truc genre type... Enfin, je vais mettre kind, désolé, parce que par habitude. Kind text. On va faire content ça. Et l'idée, c'est qu'on fasse un truc genre... Ah ouais, désolé, je... Hop, on fait une boucle sur tous les segments et on fait genre, ok, si c'est un... si segment.kind, c'est un texte, alors j'affiche le contenu. Voilà. Mais si c'est un emoji, si c'est un emote, kind emote, alors là, je mets une emote. Je mets l'emote. Il n'y a pas d'énigme équivalent en vue, bah en fait c'est du JS et donc non. Si je faisais du TypeScript, oui, mais là je fais pas de TypeScript parce que j'en ai un peu rien à faire. Mais en TypeScript j'aurais des enums, mais là je fais du JS traditionnel donc non. Après il y a deux éléments, il va y avoir texte et emote, hein, donc sur du code local, sans collaboration, donc là les enums est pas très important. Ce serait juste une bonne pratique, et c'est bien les bonnes pratiques, mais là un peu aux F. Hop, tac. Voilà. Donc là techniquement maintenant, si je veux rajouter systématiquement un emoji à tous vos messages, comme par exemple l'emoji PogChamp qu'on avait vu tout à l'heure, donc l'emoji PogChamp, je pourrais simplement faire, pour vous donner un exemple, donc là j'aurai à chaque fois deux segments dans mon message, votre texte, suivi de emote, et je mettrai URL de point, to Twitch URL, et l'URL de l'emoji PogChamp. Voilà. Et là, d'un coup, il y a un PogChamp à la fin de chacun de vos messages. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc je vais supprimer vos emotes à la fin parce que maintenant on sait que ça marche. Du coup, emote URL sert à rien, mais c'est pas très grave. Ah oui, parce que tant qu'il y a un bug, il va pas vouloir rafraîchir. Attendez. Voilà. Donc là, maintenant, vous faites tous PogChamp, 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 et c'est improbable. Et... ah putain, encore un spam. Paf, pardon. au moins là, le spam fait le PogChamp. Ah bah tu vois, Jonathan a la même vanne que moi. Et donc, du coup, l'idée c'est que vous allez me dire, bon ok, pourquoi tu t'es fait chier à faire des segments? Parce que maintenant, en fait, j'ai juste à aller prendre le texte, découper les éléments, faire des splits en fait, et j'aurai mes segments. Et ça c'est trop cool.
Vous allez voir. Voilà, maintenant, si je reprends message segment, et je dis que en fait c'est props message, mais si je prends props message et je prends chacun des emojis qu'on a eu, donc chacun des emotes qu'on a dans emote.url, dans emotes pardon, et que je remplace chacun des éléments par quelque chose, je vais être capable de découper. Oh, je vais refaire. En fait, je vais pas me faire chier. Je vais le faire de manière itérative dégueulasse. Ça ira bien. Je veux dire qu'au début, on part d'un truc vide. Et ensuite, je vais prendre toutes les emotes. Je vais mettre emote kinds. Et je vais faire. Emotes. Je vais mettre genre emote instances. Et en gros, je vais faire que ça va être les object entries, c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est values. De toutes mes emotes. Et je vais les concat. C'est ça, hein, c'est concat. C'est flatten. Comment on fait un flatten dans MDN? Excusez-moi. C'est flat. Ah, c'est ça. Donc, ouais, je vais faire ça. Object value. Et je vais faire flat. Des flatten, faut pas les prendre en flotture. Ça, on fait tous des PogChamp pour ce moment. Vous êtes forcément contents. Et l'idée de faire ça... Ah non, mais ça va pas marcher, attendez. Excusez-moi, je suis en train de réfléchir en même temps, c'est pour ça que je suis un peu... En gros, ce que j'aimerais avoir, pour vous faire simple, ce que j'aimerais avoir, c'est des trucs qui sont en mode genre name xxxx, start position 0, end position 12. En gros, j'aimerais avoir un tableau de trucs comme ça. D'accord? Ok. Et qu'ensuite, je puisse avoir emote.url qui soit name xxx, URL, http https et des trucs quoi. Voilà. Et que ça, j'en ai un pour chaque. Même idéalement, il faudrait que j'ai un tableau, pardon, avec xxxx, deux points. Je vais mettre PogChamp parce que c'est un bon exemple. Et voilà. Ça, idéalement, j'aimerais ça. Voilà. En gros, moi, j'aimerais ça. Pour ces deux trucs-là. Et ce que j'aimerais, c'est que après, je fasse une boucle, tout simplement. J'essaie de voir comment faut que je fasse les choses proprement ou pas, tu vois. Ah, c'est pas simple. C'est compliqué parce que... Je vais vous expliquer pourquoi c'est compliqué. Je vais vous expliquer. Non, en gros, c'est pas simple parce que... Il faut que je remplace... Donc... ces éléments-là... Ouais, je vais faire un reduce, en fait, comme je dis World. Il va falloir que je remplace une partie du texte par ces émotes. Puis... Il va falloir que je fasse ces émotes-là. Et en fait, le problème, c'est que ces index, ils vont changer. C'est-à-dire que, imaginons que je dise, ok, je coupe à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Il faut que je coupe
dans la version originale. Donc en fait, il faut que je garde le texte et tout. C'est très compliqué, c'est bien plus compliqué que ce que je vais faire simplement dans les 30 dernières minutes. Donc ça, je vais le faire, je pense, de mon côté. Peut-être qu'on le fera en live, etc. Mais je pense qu'en vrai, je vais émuler vos messages et ça suffira bien. Je le ferai de mon côté tranquillement. Et en tout cas, ça dépasse le nombre de neurones que j'ai disponible en ce lundi matin de jour férié. J'étais en tout cas très content d'être avec vous aujourd'hui. Je vais juste annuler nos modifs rapidement parce que c'était trop, parce que sinon ça va être trop gênant. On a appris plein de choses ensemble. Tac tac. Je vais juste enlever vos PogChamp. Hop, voilà. Là normalement on doit être bon. Voilà. Je ne vais pas vous émuler comme d'habitude, ne vous inquiétez pas. C'était très chouette de vous avoir avec moi aujourd'hui. Finalement, on aura bien fait 2 heures, malgré le fait qu'on ait démarré un peu plus tard. Enfin, on a quasiment fait 2 heures. C'était très cool. Ravi si ça vous a plu. Merci pour les follow. N'hésitez pas à follower la chaîne pour être au courant de quand est-ce que je refais un live. Je fais normalement des lives tous les lundis matins. Je dis normalement, mais pour le moment, je suis toujours tenu. Tous les lundis matins de 10h à midi. Pour une revue de presse que vous avez vu dans la première partie, une revue de presse dev et tech où je parle de code, d'actu, tech, etc. Habituellement, je traduis les articles en amont. Là, cette fois-ci, on a un peu utilisé Google Translate et ça s'est pas si mal passé que ça. Donc, ça me donne une sorte de fallback au cas où. Mais l'idée, c'est qu'habituellement, je fais l'effort de traduire en amont avec Deepo et pas mal de bidouillage personnel pour que ce soit bien. Vous pouvez retrouver tout à l'heure l'émission sur lundi.dev, je pense en fin d'après-midi, parce que je pense que je vais prendre beaucoup de temps pour dormir là. Mais c'est très cool de le faire avec vous. Et si vous regardez évidemment en différé, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Non pas pour le référencement, ça je m'en fous, c'est surtout pour avoir vos retours, ça m'intéresse, etc. Vous êtes plus nombreux que ce que je pensais à regarder les lives en replay, donc vous êtes toujours les bienvenus, évidemment. Allez, chers amis, je vous souhaite une super après-midi de jour férié ou de jour travaillé si vous travaillez aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!